Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce DigiClub, ce webinaire à destination vraiment d'un sujet qui est l'actualité juridique. Je remercie en tout premier lieu tous les participants et également Maître Franck Wismer, Franck qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui est un partenaire fidèle, aussi bien proche de Servier, mais également un fidèle animateur de nos réunions annuelles sur l'actualité juridique. Bonjour, bonjour. Ce que je vous propose, je vais vous faire un bref rappel des conditions de la façon dont on va tenir le DigiClub. La première chose, c'est que je vous demanderai, si possible, de bien vouloir couper vos micros pour éviter qu'il y ait des échos et que le son passe bien pour tout le monde. Nous avons prévu et nous interromprons régulièrement la présentation pour toute question. Donc, vous aurez le loisir à plusieurs reprises de poser des questions sur les différents sujets que nous aborderons. En parallèle, n'hésitez pas dans le chat à poser toutes les questions par écrit. On les reprendra, on y répondra à tous nos collaborateurs aussi bien chez Avanti que chez Servir. Sont prêts pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et comme au cinéma, coupez vos micros, les sonneries. Il y a quelques minutes, on a eu une alarme incendie, donc on a veillé à ce qu'elle soit coupée. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la réunion. Voilà. Donc, bonne réunion à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions par le chat ou pendant les sessions que nous ouvrirons. Ce que je vous propose, alors c'est toi qui as la présentation, Cyril. Donc les différents intervenants, Maître Wismer, que je vais me rappeler, que je vais représenter dans quelques minutes, Cyril qui a rejoint l'équipe au mois de décembre dernier, qui est aujourd'hui responsable de toute la partie protection sociale chez Servir à Reims, et notre hôte, directeur de la protection sociale depuis cette année et au sein du cabinet présent depuis un petit peu plus de 11 ans. Je ne vous représente pas Servir, enfin, je vais pas insister longuement. Servir reste un cabinet familial qui a plus de 119 ans d'existence aujourd'hui, entre 80 collaborateurs présents sur 4 sites en France, avec un domaine privilégié qui est la protection sociale, mais également très présent pour accompagner nos clients et nos futurs clients sur toutes les thématiques liées au risque d'entreprise, au poste client, à facturage, avec des clients qui nous sont fidèles. Je crois que c'est le pourcentage et le taux que j'aime bien rappeler, le taux de fidélité. Nous sommes aujourd'hui avec un taux constaté depuis plusieurs années de 90% de clients fidèles. Et c'est une vraie satisfaction pour le cabinet et pour tous les collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien. Encore une fois, merci à toi, Franck, de nous accompagner. Donc en quelques mots, mais je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, Franck est un des plus grands spécialistes de la protection sociale en France aujourd'hui, avocat spécialisé en protection sociale depuis plus de 20 ans. Ben oui. Qui justement, pour ses 20 ans d'expérience et de métier, a créé le cabinet Avanti en 2018, avec 2 associés, encore une fois, une véritable expérience dont on a la chance de profiter au quotidien, avec aussi de nombreux collaborateurs au sein du cabinet qui sont tout aussi efficaces que toi. Encore une fois, merci. Sur les différentes thématiques, donc on va intervenir sur les différents sujets de l'actualité juridique.
et Franck vous en dira beaucoup plus par la suite. Ce que je vous propose en amont, c'est de faire un rapide point sur les impacts de la crise sanitaire et en particulier sur un état des lieux vis-à-vis des remboursements, de la situation que l'on peut constater aujourd'hui en matière de protection sociale et en particulier d'arrêt de travail, de prévoyance et de santé. Donc, quelques éléments factuels aujourd'hui. Ce qu'on a pu constater l'année dernière, c'est que le système de santé et les prises en charge ont été globalement revus, un petit peu un système de santé déstabilisé l'année dernière, avec notamment des déprogrammations massives au niveau des hospitalisations, une hausse significative du nombre d'arrêts de travail. Donc, c'est déjà une constatation que l'on pouvait faire les années précédentes, mais ça s'est vraiment accéléré l'année dernière avec les effets du Covid, du confinement. Une augmentation aujourd'hui que l'on constate tout doucement, mais qui devrait s'accélérer au niveau de la portabilité, avec une situation économique qui on l'espère, va tenir, mais pour autant qui est aujourd'hui globalement sous perfusion. Donc, on craint malheureusement au niveau du marché une certaine augmentation des licenciements ou une certaine augmentation, en tous les cas, peut-être des dépôts de bilan de certaines entreprises. On espère juste que ça ne concernera pas nos clients fidèles au quotidien. Par rapport à cette situation, on peut également constater sur le marché financier une véritable baisse des taux techniques. Donc, ça a un impact direct en fait sur le provisionnement et sur les contrats prévoyance en particulier, puisque quand vous avez des salariés en arrêt de travail, vous avez des rentes en instance de versement comme des rentes éducation ou des rentes de conjoints, les organismes d'assurance doivent réglementairement effectuer des provisions pour les règlements futurs à effectuer. Et ces provisions sont placées en respectant un certain nombre de règles spécifiques et dépendent donc de l'état des marchés financiers. Aujourd'hui, avec une baisse notable de ces marchés, on a pour première conséquence une baisse des taux techniques, c'est-à-dire des rendements futurs qui sont anticipés dans les placements. Et cette baisse des taux techniques a pour première conséquence une augmentation du montant des provisions. Donc, si les provisions augmentent, les comptes de résultats mécaniquement sont moins intéressants, ou en tous les cas moins bons, et ça augure des souhaits à minima des organismes d'assurance d'augmentation dans les mois ou années à venir. Donc, ce sont des sujets sur lesquels nous restons vigilants, puisque notre objectif premier, c'est de faire bénéficier à tous les salariés de régimes de qualité, mais de régimes de qualité avec un prix qui reste au plus juste, limité au maximum. Dans ce contexte, on a fait une observation et un suivi aussi tout au long de l'année dernière, dès les premiers temps du Covid, de la consommation et de l'évolution des remboursements en matière de santé. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur les graphiques, sur le graphique que vous avez sous les yeux. Globalement, sur ce graphique-là, vous voyez en orange les remboursements moyens en santé observés sur notre portefeuille au cours des 2 années précédentes, donc 2018-2019. Et en rouge, vous voyez la courbe des remboursements de l'année 2020. 3 points essentiels et 3 points marquants. Le premier, c'est que l'effet confinement du mois de mars jusqu'au 11 mai de l'année dernière a eu un véritable impact sur la consommation, avec une baisse très significative de la consommation, une baisse qui atteint plus de 80% sur certains postes. Un deuxième impact, dès le 11 mai, on a pu observer une reprise. Donc une reprise au niveau de la consommation, une reprise au niveau des remboursements, avec en particulier une nette accélération sur la partie optique sur les premiers jours. Cette reprise a
a duré à peu près un mois et demi, suivant les postes. Et ensuite, sur le reste de l'année, on est sur une consommation que l'on a pu observer de manière très classique. Un niveau de remboursement moyen qui reste constant par rapport aux années précédentes, avec tout de même, je vais en parler juste après, une composition en matière de remboursement un petit peu différente par rapport à ce qu'on a pu observer les années précédentes. Cette analyse, au niveau des remboursements moyens au cours de l'année, comme on l'a suivi très tôt, elle nous a permis, dès le mois de juin, juillet, août, de pouvoir avoir des discussions saines et raisonnables avec tous nos partenaires et organismes d'assurance, puisque en fait on avait au niveau du marché une certaine crainte de reprise de la consommation et de rattrapage de la période du mois de mars au mois de mai, un rattrapage que l'on n'a pas constaté et que l'on ne constatera véritablement pas. Le dernier point qui reste en suspens par rapport à ces éléments, c'est le post-hospitalisation, puisque nous sommes encore aujourd'hui sur une période avec des déprogrammations et des décalages dans le temps d'un certain nombre d'hospitalisations. Donc, nous continuerons d'observer, d'étudier, pour veiller à ce que vos régimes soient le mieux pilotés au cours des mois et années à venir. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, vous trouvez juste après des informations en particulier sur l'optique et sur le dentaire. Donc, encore une fois, c'est assez significatif. On voit bien sur le poste optique la baisse au mois d'avril de 92% des dépenses, sur le dentaire de 85% des dépenses. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le mois d'avril, on a dû rembourser à peu près 40 prothèses dentaires pour l'ensemble des 700 000 bénéficiaires couverts par Servier et par Helium, alors que chaque mois, on rembourse habituellement plusieurs dizaines de milliers de prothèses dentaires. Un véritable impact. Deuxième point, quand je vous parlais tout à l'heure de la structure des remboursements, on voit à partir du mois de juin le léger rattrapage et puis par la suite une consommation qui reste globalement stable, avec quand même quelques particularités quand on l'analyse en détail. Pour vous donner un exemple, sur le dentaire, on a eu plutôt une forte baisse des soins courants, donc beaucoup moins de détartrage ou de soins quotidiens sur le dentaire, et à l'inverse, une augmentation des prestations avec une valeur ajoutée plus significative, et donc une augmentation en particulier du nombre de prothèses dentaires. Mais au global, un poste qui s'est équilibré et qui s'est également équilibré grâce aux premiers effets du 100% santé. On le voit dans les comptes et on présentera, vous le verrez dans vos comptes respectifs. Le 100% santé en matière de dentaire a vraiment bien marché, a vraiment bien fonctionné. Vous avez globalement un niveau de remboursement moyen qui a baissé sur l'année 2020 d'environ 80 à 100 euros par prothèse. Donc, des effets significatifs. Dernier chiffre à retenir, au niveau de l'ensemble des remboursements, 10,4%. C'est la baisse moyenne du niveau des remboursements, du montant global des remboursements sur l'année 2020. Donc, l'impact du confinement et du Covid sur l'année 2020, c'est une baisse de 10,4% de l'ensemble des remboursements. Cette baisse est en partie absorbée ou compensée par la mise en place d'une contribution, la contribution Covid, à partir de l'année 2020 et qui se poursuit d'ailleurs sur l'année 2021. Donc en net, l'impact est de l'ordre de 6 à 7%, on appelle de gain technique sur l'ensemble des comptes. Voilà pour le panorama. Est-ce que vous avez des questions sur cette vision, sur ce qu'on a pu observer ?
Et si nous n'avons pas de questions, Franck, je vais te céder la parole. Merci Brice, merci Cyril, puis merci aux équipes de servir, de me donner la possibilité d'intervenir devant vous. Déjà, est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Très bien. Bon. Alors, bonjour à tout le monde. Et donc, on a quelques sujets à voir juridiques, des sujets, certains étant assez techniques, certains apportant des opportunités dans la politique RH de rémunération, d'autres étant des sujets d'anticipation, notamment le premier, pour que chacun d'entre vous puissiez être en… Voilà, lorsque vous allez voir apparaître certains nouveaux textes, vous puissiez être en réaction et en compréhension immédiate de la problématique. Premier sujet, c'est donc le sujet des catégories objectives et du sort des assimilés cadres. Alors, je vous demanderai une chose, s'il vous plaît, ne levez pas les yeux au ciel, ne dites pas « Ah non, une énième réforme des catégories objectives, on n'en peut plus, nous les RH, on n'en veut plus. » Non, non, l'air de rien, derrière ce projet de décret, puisqu'on parle bien d'un projet de décret au moment où on se parle, il y a une vraie évolution de fond qu'un certain nombre d'entre vous, dans vos entreprises, vous devez pouvoir mesurer. De quoi parle-t-on? On parle de l'exonération URSSAF, de l'exonération de cotisation de sécurité sociale applicable au financement patronal des régimes prévoyance, santé et retraite 83, Perron 83. Le principe, on le sait, c'est que ce financement patronal peut bénéficier d'une exonération de cotisation de sécurité sociale, également, sauf pour les frais de santé, d'une déductibilité fiscale, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le caractère obligatoire, la formalisation du régime et le fameux caractère objectif de la population concernée. Dit autrement, soit j'applique le régime à tous les salariés sans aucune forme d'exception, avec le même financement et les mêmes garanties, et il n'y a pas de débat, et ça fonctionne bien sur le caractère collectif, puisque le texte donc, exige que ça s'applique à l'ensemble des salariés, ou si je ne m'applique pas le régime à l'ensemble des salariés de façon identique, alors je dois justifier que les différentes populations concernées soient définies selon des critères objectifs. En 2005, la loi avait dit des critères objectifs de façon générique. En 2012, un décret était survenu pour dire, nous, le décret, on va fixer la liste des critères objectifs de définition. Et avait donc, vous l'avez sous les yeux, défini 5 critères, les 2 premiers ayant été très majoritairement utilisés, le premier ayant été vraiment très, très majoritairement utilisé, qui était le premier des 5 critères, c'est le fait de faire un distinguo entre les cadres et les non-cadres. Ça, jusqu'à présent, tout va bien. Et le deuxième, c'était les tranches de rémunération au sens de la GIRC et de l'ARCO. Mais quand on dit cadre et non-cadre, ça pouvait très bien être basiquement les vrais cadres, appellation d'origine contrôlée cadres versus tous les autres non-cadres. Ça, c'est une césure qui ne pose pas de problème et qui peut encore aujourd'hui être mise en œuvre et qui pourra totalement demain être mise en œuvre. Mais là où le sujet est plus subtil, c'est quand on faisait, et dans l'ensemble des clients servir, j'entends bien sans difficulté que il doit y avoir un certain nombre d'entreprises qui sont concernées par ce qu'on va voir maintenant. C'est en fait souvent on a fait un distinguo cadre assimilé cadre versus autres non cadres. Et c'est cette situation des cadres assimilés cadres versus autres non cadres qui va être remis en cause par le décret à venir. Au moment où on parle d'un projet de décret. Pourquoi? Alors, ce projet de décret, il y a déjà eu plusieurs communications qui ont été faites. On en est à la version 4 du projet de décret. Donc, autant vous dire qu'à la direction de la sécurité sociale, manifestement, ça travaille la question. Je ne serais pas étonné que le décret sorte très prochainement. Alors, généralement, quand je dis ça, il sort le lundi d'après. Enfin, à mon avis, je ne serais pas surpris qu'il sorte de façon assez proche. Et donc, il va modifier les 2 premiers critères. Pourquoi vient-il modifier les 2 premiers critères? Parce que ce soit sur la notion de cadre assimilé cadre ou que ce soit la notion de tranche rémunération, dans les 2 cas, les 2 critères faisaient référence
à la convention collective AGIRC de 1947 et à l'accord collectif ARCO de 1961. Or, vous savez bien, vous l'avez tous à l'esprit, que les régimes AGIRC-ARCO ont fusionné au 1er janvier 2019, que ces deux textes, la CCN de 47 AGIRC et l'accord collectif ARCO 61, ont disparu, ont été remplacés par un accord national interprofessionnel, un ANI, du 17 novembre 2017. Donc, quelque part, ces critères, ils n'ont plus cours. Et la DSS, il y a maintenant 2 ans de cela, avait bien sympathiquement dit « Ok, tant qu'on n'a pas publié un décret, vos définitions old-fashion sur la base des deux accords collectifs, des textes, continuent d'être valables. » Alors, elle avait laissé donc un temps de répit aux entreprises. Certains mauvais coucheurs diront que c'était également peut-être une forme de répit qu'elle s'était laissée à elle-même, le temps de rédiger le décret. Mais la chose, c'est que, en tout cas, voilà, ces textes vont évoluer. Alors, quel est le fond du sujet? Le fond du sujet, je crois que quand on est en fonction RH, on a la connaissance habituelle de la notion des 4 bis 36, 4 bis 36. Quesaco, je le rappelle pour mémoire, ce qu'on a appelé un article 4, c'est un salarié cadre, vrai cadre. Et cadre, article 4, pourquoi? Parce qu'article 4 de la CCN AGIRC, telle qu'elle a été définie depuis 1947 pour définir les éligibles au régime de retraite complémentaire obligatoire AGIRC des cadres. À côté de ça, il y avait 2 types de non-cadres assimilés cadres, 2 types de non-cadres pour l'AGIRC. Il y avait les articles 4 bis, qui sont des non-cadres qui devaient d'autorité être affiliés à l'AGIRC, d'autorité. Et puis, il y avait les articles 36, c'est-à-dire les salariés non-cadres, qui, article 36 de l'annexe de la convention collective, passons, qui, eux, pouvaient être affiliés à l'AGIRC sous décision de l'entreprise. Donc, on avait les cadres, article 4, affiliés à l'AGIRC, les non-cadres, article 4 bis, affiliés d'autorité à l'AGIRC, et les 36 qui pouvaient être affiliés à l'AGIRC. 4 bis, 36. Et donc, en son temps, et le décret tel qu'il est encore aujourd'hui existant, pour quelques jours, semaines ou mois encore, le décret disait vous pouvez faire des régimes prévoyance, santé, retraite conformes aux règles d'exonération en distinguant cadre non-cadre ou 4 bis versus autres salariés ou 4 bis 36 versus autres salariés. De faire ce découpage en la matière. Et donc, bon nombre de régimes, comme je le disais tout à l'heure, sont des régimes cadres assimilés cadres versus autres salariés. Eh bien, c'est effectivement cette notion-là, et on va pouvoir l'évoquer page suivante. Si aujourd'hui, ça fonctionne toujours, si vos régimes en entreprise sont sur cette découpage-là, cadre assimilé cadre versus autres non-cadres, soyons bien clairs, au moment où on se parle, c'est toujours conforme. C'est toujours conforme dans l'attente de l'apparition du décret. Et nous verrons le slide d'après, mais qu'on va voir dans quelques minutes, c'est que quand le décret va apparaître, il y aura un temps d'adaptation qui sera un temps relativement long. Et quand je dis relativement long, je pèse mes mots, ce qui veut dire que vous allez dire, mais pourquoi on en parle maintenant? On en parle maintenant parce que, à mon avis, il y a un sujet d'anticipation que vous devez mener en la matière. Alors, il n'en reste pas moins que le projet de décret, on a la version sous les yeux. Alors, s'il faut le lire dans le détail, ça pique un peu, autant se le lire tout de suite. Vous voyez que ça fait des phrases extrêmement longues. On a déjà eu l'occasion de rappeler, c'est étonnant parce que quand même, vous prenez la deuxième phrase du premièrement, regardez, elle fait quasiment tout le bloc. C'est 9 lignes. Donc, moi, on m'avait appris à l'école à faire des phrases courtes, verbe, sujet, complément. Là, c'est quand même pas du tout la chose. Ça manque un petit peu. Il y a peut-être un point quand même. Donc, il y a quand même 3 phrases dans le paragraphe. Tout ça pour dire quoi? Ça pour dire que derrière cette masse de texte, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire la chose suivante. C'est ça que vous devez entendre. Bien évidemment, on peut toujours faire cadre, les vrais de vrais cadres versus tous les non-cadres. Ça, bien sûr, ça ne sera pas remis en cause. Ça fonctionne très bien. La subtilité, c'est de dire, après, vous pouvez faire l'équivalent des cadres et ex-4 bis, ceux qui anciennement étaient affiliés d'autorité à l'AGIRC, versus les autres salariés. Ça, c'est la référence que vous voyez dans le critère 1, la catégorie des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 2007. Derrière cette phrase un peu très juridique, ça vise en fait ce qu'on appelle les 4 bis. Et en réalité, si vous voulez avoir le bon élément de compréhension,
vous savez bien que dans vos entreprises, vous appliquez en prévoyance le fameux 1,50 trancha. Le 1,50 trancha, c'est quoi? C'est l'obligation de financement d'une prévoyance minimale pour c'est l'obligation de cotisation minimale de prévoyance pour les cadres et assimilés. Ben, ça vise justement les cadres et les 4 bis. Et ces articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 régissent justement le maintien de cette obligation du 1,50 trancha. Donc, on est en train de nous dire, en synthèse, si demain, vous faites en prévoyance, en frais de santé ou même en retraite 83 Perrault, vous faites un distinguo entre les 4 bis, ex-4 bis et les autres, ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est ça qu'il faut entendre, donc ça marchera toujours. Le seul problème qu'on a, alors là, attention, je vais mettre un petit coup d'accélérateur dans la présentation, c'est d'entendre la chose suivante, c'est la subtilité, c'est que le problème de cette notion de 4 bis, donc de ces fameux non-cadres qui étaient affiliés d'autorité à l'agir, c'est qu'au fil du temps, ce référentiel n'a plus de sens, puisqu'une fois encore, l'agir et l'ARCO ont fusionné. Donc, quelque part, ce qui va être demandé à chaque branche professionnelle, à vos branches professionnelles, celle des CCN que vous appliquez, c'est qu'à chaque branche, on dise, chez vous, au regard de vos classifications, quel est le référentiel de l'ex-4 bis? À quel niveau, dans votre branche professionnelle, vous considérez qu'un non-cadre doit être bénéficiaire du 1,50 trancha? Donc, chaque branche professionnelle va devoir conclure des accords pour dire, chez nous, l'équivalent de ça, c'est tel niveau. C'est ce qui avait été fait pendant de nombreuses années par le GIE Carco en créant une table de correspondance, qui maintenant est pour partie désuète. Et on dit donc que chaque branche professionnelle pourra fixer le ratio de bascule validé par une commission paritaire au sein de l'APEC. Validé par une commission paritaire au sein de l'APEC. Donc, vous voyez qu'en fait, ce qu'on va demander aux branches professionnelles, c'est de dire, en fin de compte, vous les branches, vous la métallurgie, vous la chimie, vous la coiffure, vous la bijouterie, vous la boulangerie, chaque branche, vous allez fixer dans votre branche ce que vous considérez être le ratio de distinction des anciens 4 bis non cadres. Voyez. Et il sera même possible, et c'est l'autre point, de dire également pour les branches, ben nous, on va également voir le dernier point, les ex-36, ben on va quand même les référencer chez nous, parce qu'on pourra dans ce cas-là, si c'est agréé par la PEC, donc faire des régimes prévoyance santé qui seront 4 bis 36, ou ex-4 bis 36. Mais seulement, ce travail-là suppose donc aux branches de s'activer sur ce sujet, de prendre conscience du sujet, et donc de lancer des négociations pour, dans les meilleurs délais, dire bah, chez nous, voilà, chez nous, chez Syntec, par exemple, le référentiel ex-4 bis et ex-36, c'est tel niveau de classification. Et si ces accords sont agréés par la PEC, alors, vous pourrez, dans vos régimes, prévoyance santé retraite, vous caler sur ce référentiel pour être en exonération URSSAF. D'accord? Alors, Brice et Cyril, je vous laisse indiquer si ma présentation est suffisamment claire. C'est un sujet un peu compliqué, hein, ce sujet d'évolution. Hein, je le dis tout de suite. Et donc, il ne faut pas hésiter à me dire si par hasard, ça ne paraît pas suffisamment clair ou si ça appelle des précisions. Mais la chose, c'est ça. C'est que, donc, en synthèse, qu'est-ce que vous devez retenir? Si vous êtes en régime cadre assimilé cadre versus autres salariés, vous êtes concerné par ce qu'on vient de se dire. Première information. Deuxième information, il n'y a pas période dans la demeure parce qu'il y a une période transitoire très longue qui vous permettra de voir venir le sujet. Et cette période transitoire, c'est une période transitoire qui, à la date de publication du décret, ira jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, quand je dis 31 décembre 2025, une fois encore, je vous vois écouter de l'autre côté de votre écran en disant, vous savez, si c'est 31 décembre 2025, on a d'autres sujets sur le feu, on a d'autres urgences, merci de venir nous voir dans 3 ans. Non, justement, je pense qu'il faut être en anticipation de ce sujet. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, si vous avez des régimes assimilés cadres qui sont dans le régime des cadres, peut-être qu'il va falloir, à court moyen terme, modifier cela si la branche elle-même modifie sa lecture de quels sont les ex-4 bis et 36. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être potentiellement des déclassements, par exemple, de certains non-cadres dans le régime des non-cadres, qui ne seront plus dans le régime des cadres. Et ça, en termes de politique rémunération, en termes de valorisation, il peut y avoir potentiellement un sujet. Donc, c'est pour ça qu'il faut relativement l'intégrer. Et ce que je vous invite de faire, c'est donc bien analyser si chez vous, vous êtes
régime cadre assimilé cadre versus autres salariés. Et dans ce cas-là, comment fonctionne pour ces assimilés cadres leur positionnement par rapport à la branche et quelle peut être l'actualité de la branche en la matière. C'est ça, ça va être ça le sujet des catégories objectives. Et c'est un sujet, bien sûr, qu'avec les équipes de Servir, nous ne manquerons pas de suivre au quotidien pour être sûr que, d'abord, quand le décret va apparaître, et puis après, quand les branches vont commencer à s'activer pour dire, chez nous, voilà quel est l'équivalent pour permettre la validation URSSAF à venir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Franck, c'était très clair. Juste un petit point technique, les micros n'étaient pas ouverts, donc on a réouvert les micros. Et si vous avez des questions, vous pouvez réactiver vos micros de votre côté au jeu maintenant. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Sinon, tu as dû être très, très limpide comme d'habitude. Il n'y a pas eu de questions particulières dans le chat. Alors, donc, c'est très en lien, le sujet qui suit est très en lien avec la question précédente. On va donc parler de l'avènement du BOSS. Alors, bon, on va bien sûr éviter toute forme de blague. On ne va pas parler de prospecting, on ne va pas parler de… Voilà. En fait, on va parler bien sûr du bulletin officiel de sécurité sociale. En réalité, la doctrine administrative sécurité sociale va donc adopte, puisque c'est applicable au moment où on se parle, le système équivalent en matière fiscale du BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques. Donc désormais, côté fiscal, il y a le BOFIP, et côté charge sociale, il y a le BOSS, le bulletin officiel de sécurité sociale. D'un point de vue RH, d'un point de vue paye, il faut impérativement bien prendre la mesure du BOSS, donc du bulletin officiel de sécurité sociale, tant dans ses qualités, dans ses attraits, dans son utilité, que dans ses limites. Et là, c'est vraiment mon rôle d'attirer l'attention de vous dans vos services en entreprise, de dire attention, le boss, ça peut être un ami dangereux. C'est un ami qu'il faut appréhender avec autant de bienveillance que de vigilance. On va voir pourquoi. Pourquoi ? Parce que donc le boss, maintenant, ça va être, c'est par partie, et ça va être, puisque ça va être complété, en fait, un relevé de la doctrine de la direction de la sécurité sociale, doctrine qui est en fait la façon dont la direction de la sécurité sociale interprète les lois, décrets et jurisprudences pour dire, notamment aux URSSAF, mais également à la MSA, pour dire aux URSSAF, aux unions de recouvrement, voilà comment vous devez comprendre la loi, voilà comment vous devez l'appliquer. Donc, c'est une doctrine qui fait que maintenant, quand on va sur le BOSS, c'est mise en ligne. Hein. Donc, vous faites sur Google BOSS. Alors, si vous mettez que BO2SE, vous risquez effectivement d'avoir des images du rocker américain. Mais si vous mettez BO2S et Sécurité sociale, là, Google vous enverra en première ligne sur la mise en ligne du bulletin officiel de sécurité sociale. En quoi le système, ce nouveau dispositif, est très intéressant en paye? Il est très intéressant, je vais voir tout à l'heure, mais dangereux également, mais très intéressant, parce qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est que quand vous le consultez, vous avez sur l'ensemble des sujets d'assiette de cotisation sur les sociales, la présentation des règles de droit applicables avec les références de texte. Voilà comment est applicable la CSG et la CRDS, voilà comment est applicable les cotisations sociales, voilà comment fonctionnent les avantages en nature, les frais professionnels, les déductions forfaitaires spécifiques, etc. Et donc, tout ça, c'est une sorte de présentation synthétique du droit applicable, des jurisprudences, mélangées, attention, de l'analyse de l'administration. C'est là où les Athéniens s'atteignent et c'est là où vous devez être très vigilant dans l'emploi du BOSS. Et là, j'attire vraiment bien votre attention. Parce que l'aspect pratique a sa portée dangereuse, a sa dimension dangereuse. En quoi? Parce que quand on lit justement le développement sur le BOSS, ça fait comme une sorte d'ouvrage, si vous voulez. Ça fait comme une sorte de navis ou comme une forme d'ouvrage en réalité qu'on peut consulter, sauf que c'est ce que ça émane de la direction de la sécurité sociale. Quand on regarde les choses, on dit ça c'est bien pratique, on a les réponses à nos questions, c'est bien sympathique. De près abord, oui, c'est bien sympathique,
et s'il est inutile, on confirmera. De telle sorte que on aura vocation tous à utiliser le boss, soit parce que vous avez des arbitrages en paye à faire, soit parce que vous devez appréhender justement des choix à effectuer, plus d'avantages en nature, moins d'avantages en nature, plus de retraite, moins de retraite, plus de protection sociale, comment ça marche en épargne salariale, etc. Donc, ça serait bien pratique d'aller consulter les positions de la DSS sur le bulletin officiel de sécurité sociale. Par ailleurs, l'autre bonne nouvelle, c'est une confirmation d'une chose qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer lors de précédentes réunions, c'est que ce qui sera diffusé sur le BOSS, donc le bulletin officiel de sécurité sociale, sera opposable aux URSSAF. Opposable aux URSSAF. Ça veut dire qu'on retrouve l'article L243.6.2, vous l'avez en deuxième ligne à l'écran, c'est-à-dire L243.6.2, c'est un article qui dit que quand moi, société cotisante, je me suis conformé à la position du ministre dans le BOSS, l'URSSAF a l'interdiction de redresser en sens contraire, de ne pas adopter une autre position. Je suis protégé, une sorte de bouclier qui fait que, attendez, moi j'ai appliqué ce qu'a prévu le BOSS. Conséquence de quoi? Toutes les fois où le BOSS développe une tolérance d'application ou une interprétation qui n'allait pas de soi, mais qui est favorable au cotisant, si le cotisant se cale sur cette interprétation, l'URSSAF ne peut pas redresser en sens contraire. Alors, dit comme ça me paraît un peu théorique. Je vous garantis qu'il y a plein d'applications de cette mesure. Et donc, c'est très utile de devoir regarder à chaque fois dans le BOSS ce qui est applicable. Étant précisé que le BOSS, attention, va remplacer toutes les circulaires et instructions antérieures. Et quand le BOSS est mis en ligne, eh bien, sur les sujets qu'il traite, il efface en fait les anciennes circulaires et instructions pour la seule bonne raison qu'elles sont intégrées dans le BOSS. Et ça, sauf aménagement spécifique, c'est applicable depuis le 1er avril 2021. 1er avril 2021. Donc les sujets traités, sauf exception, sur les sujets traités par le BOSS, notamment les avantages en nature, si on prend un exemple, voilà, pour les avantages en nature, par exemple, et c'est écrit juste en dessous, quand vous travaillez la question des avantages en nature ou des frais professionnels, vous appliquez en réalité toujours, jusqu'à présent, bien sûr, l'arrêté, il y a des arrêtés qui ont été rendus à la matière, mais généralement, on applique tous des circulaires, notamment du 7 janvier 2003. Ces circulaires, elles disparaissent parce que maintenant, elles sont intégrées au BOSS. Mais là où j'attire l'attention de tout le monde, et c'est le point un peu central de la liste sur le BOSS, c'est attention, vigilance. Parfois, ce que risque de faire le BOSS, comme l'administration l'a fait par le passé par voie d'instruction de circulaire, c'est sous couvert de commenter le droit issu de la loi et des décrets, sous couvert de commenter telle jurisprudence en matière de charges sociales, eh bien, un peu, alors je vais prendre une image que seuls les gens de ma génération aux plus âgés comprendront, c'est un peu comme la publicité, la réclame, M. Balzen. Parfois, l'administration en rajoute une louche en termes de conditions. C'est-à-dire que sous couvert de « je vous présente ce qu'est le droit », eh bien, insidieusement parfois, involontairement probablement, peut-être même parfois volontairement, eh bien, dans la doctrine, il est rajouté des conditions. Or, dans notre état de droit, l'administration n'a pas vocation à rajouter des conditions là où la loi et les décrets n'en prévoient pas. Ce n'est pas l'administration de faire du droit, dit autrement. Elle peut, quelque part, faire du droit en instaurant des tolérances qui nous sont favorables, à nous, sociétés cotisantes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas, par la loi, être plus contraignante par voie de circulaire. Ça, ce n'est pas possible. Alors, vous allez dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas un propos d'avocat qui se fait un peu plaisir, ça? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout un propos d'avocat qui se fait plaisir. C'est très concrètement la vie de vos traitements en matière de charges sociales. C'est la façon dont vous pouvez, le cas échéant, résister à des URSSAF lors des contrôles et donc, in fine, le cas échéant, des redressements. Et nous, très souvent, on rattrape par l'oreille des unions de recouvrement, qu'on respecte bien par ailleurs, mais on les rattrape par l'oreille pour dire, mais attendez, sur tel motif de redressement, vous avez appliqué une instruction et vous avez appliqué une condition qui ne résulte pas de la loi, qui ne résulte pas d'un décret, qui résulte en réalité de la doctrine, et donc vous allez au-delà de la loi.
Et s'il y a bien une chose sur laquelle les magistrats qui sont en charge d'étudier ces questions, maintenant le tribunal judiciaire, avant c'était le TAS, maintenant c'est le tribunal judiciaire, ça où ils sont très vigilants, c'est ça. Parce que intrinsèquement, les magistrats sont tout à fait habités par leur respect des règles en la matière. Ça renvoie à notre Constitution, hein, article 34 de la Constitution française, c'est la séparation des pouvoirs. Attention, la loi, c'est la loi. L'administration, c'est l'administration. Ce n'est pas la même chose. Et l'administration ne peut pas prévoir des conditions plus contraignantes que la loi. Donc, c'est pour ça que quand on appréhende le BOSS, ce qui a été annoncé sur le BOSS, c'est de dire « Ah ben, dormez braves gens, le BOSS, ce n'est que la reprise des doctrines antérieures à doctrine constante. Alors, par rapport à ça, deux remarques. La première, c'est que déjà, les doctrines antérieures parfois étaient contestables parce que justement, elles ajoutaient des conditions. Donc, si c'est toujours le cas, c'est toujours pas bon. Et deuxième chose, en réalité, quand on commence maintenant à bien regarder le BOSS, le bulletin officiel, eh ben, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ce n'est pas tout à fait la doctrine constante. Et que quelque part, pas que quelque part, de façon certaine, la direction de la sécurité sociale, en écrivant, en mettant en ligne sa doctrine, elle a, sur plusieurs exemples, modifié sa doctrine, alors parfois dans un sens plus sympa, parfois dans un sens plus contraignant. Et donc, on a quelques exemples ici, étant précisé, je le dis tout de suite, que s'agissant des questions de protection sociale complémentaire, puisque nous sommes en réunion servir, c'est-à-dire s'agissant des problématiques prévoyance, santé, retraite, le BOSS n'a pas ouvert encore l'onglet qui était dédié aux questions de protection sociale. Dit autrement, au moment où on se parle, on applique toujours les circulaires connus de ceux qui se sont spécialisés sur ces questions, c'est-à-dire notamment les circulaires de 2009, notamment du 25 septembre 2013, qui sont à date toujours applicables. Mais dans les prochains temps, on comprend que la partie de l'onglet protection sociale va s'ouvrir sur le site du bulletin officiel de sécurité sociale et que donc à partir de là, eh bien, on basculera dans la doctrine BOSS et plus dans les circulaires, notamment de septembre 2013. Donc en synthèse, si vous me permettez la remarque, j'ai envie de dire que comme en tout, on doit respecter le BOSS sous réserve que le BOSS sache se montrer exemplaire. Voilà, c'était un point que je tenais à rappeler, mais ça vaut en tout, hein. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc quelques exemples. Vous avez sous les yeux le principe de remboursement réel, où là, on vous a mis avant, après, vous voyez. Avant, vous avez les circulaires du 7 janvier 2003. Et bien, quand on regarde ce que dit le BOSS, donc quand on regarde la mise en ligne, on voit que il y a une finesse, en réalité, du positionnement qui n'est pas exactement le même qu'avant. Alors, très souvent, les modifications que le BOSS a apportées sont souvent des intégrations de jurisprudence. Et là aussi, c'est un point sur lequel j'attire bien votre attention. Parce que très souvent, on se dit, oulala, les inspecteurs URSSAF, ils connaissent tout par cœur, ils veulent voir tout. Non, non. En fait, les inspecteurs URSSAF sont des hommes et des femmes comme nous tous, avec leurs failles, avec leur fatigue, avec parfois leur manque de vigilance. Et en fait, ils ne sont pas toujours microgrammés à la dernière pointe des dernières jurisprudences. Et en réalité, on va pouvoir dire que les inspecteurs ça, souvent, en fait, c'est vrai que les circulaires, et donc maintenant le BOSS, c'est ce qui va permettre d'attirer leur attention sur qu'est-ce qu'ils doivent et comment ils doivent contrôler. Donc le fait que maintenant le BOSS va de façon régulière être mis à jour, notamment des jurisprudences, ça permettra pour l'administration de beaucoup plus vite attirer l'attention des URSSAF sur une évolution jurisprudentielle. Et c'est l'exemple notamment du principe du remboursement au réel. Alors après, vous avez d'autres choses. Si vous avez aussi sur l'indemnité transactionnelle, sur un sujet sur lequel il y a eu plusieurs fois des évolutions. Là encore, on voit qu'il y a des évolutions qui sont intéressantes, alors pour le coup, qui sont plutôt favorables. Là, c'est un exemple d'évolution plus favorable, sauf qu'il est écrit dans le BOSS que donc c'est la question de savoir si on peut être hors charge sociale lorsqu'on verse des indemnités transactionnelles. Et c'est la question dont vous avez sûrement eu à traiter dans vos pratiques RH de rupture de contrat de travail et de solutions transactionnelles.
c'est est-ce qu'on peut justifier d'un préjudice distinct de la perte de salaire en la matière. Et là, de façon très bizarre, le boss dit qu'il faut pouvoir justifier une décision de justice constatant la réalité de ce préjudice. Alors là, il y a un vrai bug dans le boss. Pourquoi? Parce que par définition, si je transige, c'est que j'ai évité la décision de justice. Donc là, on a du mal à comprendre en la matière si on voulait dire. Je ne serais pas surpris que ce point soit réécrit prochainement. Mais c'est un exemple pour vous dire qu'il y a une évolution. Je prends un dernier exemple, le cas des suspensions de contrats non rémunérés et erreurs de paye. Là, vous avez une évolution aussi intéressante sur correction. Elle a une vraie évolution entre une circulaire de 2017 et le BOSS. Donc, ce qu'il faut retenir en la matière, c'est donc ça, c'est que vous aurez probablement dans vos pratiques, peut-être déjà c'est le cas depuis le 1er avril dernier, le réflexe et le besoin d'aller voir ce que l'administration a mis en œuvre dans le BOSS. L'ergonomie du site est somme toute très bien fait, ça fait vraiment ouvrage, ça fait un peu Navis, pour dire les choses clairement. Il y a un petit peu ce côté-là très facile d'accès, il y a de l'ergonomie, donc c'est bien fait. On peut féliciter l'administration d'avoir fait de la sorte, mais une fois encore, vigilance dans les cas de figure où le boss exige des choses au-delà de la loi qui pourraient contraindre vos pratiques RH. Je pense une fois encore aux avantages en nature, je pense demain aux questions de protection sociale, pour lesquelles le boss ne peut pas ajouter à la loi des conditions qui ne figurent pas. Donc c'est vraiment ce travail à mener qui est de dire, mais attendez, est-ce qu'on est bien sûr que c'est bien L242.1, c'est bien R200, etc. Est-ce que c'est bien conforme à la matière? Ça, c'est ce point qu'il faudra être en vigilance. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Pas de questions? Alors voilà, donc on peut passer sur un sujet alors, différent, mais qui aura lui aussi vocation à être probablement intégré dans le BOSS. C'est l'évolution sur le système de retraite d'entreprise. Alors, je vais déjà faire une sorte de mini-introduction pour dire ce que tout le monde constate en regardant la presse, les médias. C'est où en sommes-nous de la réforme de l'assurance vieillesse? Eh bien, manifestement, on n'en est nulle part. Je crois que maintenant, il est relativement acquis, vu que nous sommes en mai 2021, donc nous sommes à moins d'un an des élections présidentielles, que la réforme est, jusqu'à la fin du quinquennat, enterrée. On peut penser que, quelle que soit la majorité nouvelle qui sortira des urnes en 2022, la question d'une réforme se posera de toute façon. Et j'aurais envie de dire, n'y voyez pas un point de vue personnel, mais que la question de la bascule d'un système en points, la question de caper, d'intégrer la GIRCARCO à la Sécu, de caper les engagements à 3 plafonds de sécurité sociale, ces paramètres-là, ces 3 paramètres-là, je serais prêt à parier que, quelle que soit la majorité, ils seront, alors peut-être si c'est la France Insoumise, ça ne sera pas le cas, mais j'ai envie de dire que si c'est les Républicains, la République En Marche ou le Parti Socialiste, par exemple, c'est les paramètres qui reviendront dans les thèmes de négociation et d'arbitrage pour la réforme de l'assurance vieillesse. Basculement d'un système en points, intégration de la GIRCARCO et plafonnement à 3 passes, c'est des sujets assez inévitables. Pourquoi je dis ça? Parce que même si la réforme est décalée dans le temps, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, la retraite, c'est le temps long. La retraite, c'est le temps long. Et justement, ça, c'est un point qui me paraît très important d'avoir à l'esprit. La retraite, dans le temps long, plus tôt on la prépare, mieux on se porte après. Et c'est vrai que souvent, bon nombre d'acteurs identifient les sujets de retraite à partir de 55 ans. Et là, à partir de 55 ans, le temps est très court et souvent, on manque de temps pour constituer la retraite. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en mesure quand même d'avoir un certain nombre de solutions. La solution classique, hors la Sécu et la GIRCARCO, c'est les plans d'épargne retraite pour l'ensemble des salariés, que ce soit via ce qu'on appelle la
PERECOL, le PERCO nouvelle mouture, donc le plan d'épargne retraite entreprise collectif, c'est le PERECOL, ou ce qui est le 83, qui est désormais le PERO, le plan d'épargne retraite obligatoire. Et, voilà. Et puis il y a un autre étage, et c'est celui dont on va parler maintenant, qui est l'étage de la retraite à prestation définie. Alors attention, sur la retraite à prestation définie, surtout, ne zappez pas, ne levez pas les yeux au ciel, ne dites pas « Oh là 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 là, retraite à chapeau, non merci, c'est pas pour nous ». Parce que le message principal que l'on fait passer, c'est qu'il existe désormais un nouveau dispositif et que ce nouveau dispositif change totalement la donne des dispositifs de retraite à prestation définie. De telle sorte que dans vos fonctions RH, dans vos fonctions d'arbitrage des politiques de rémunération, dans la façon dont vous pouvez appréhender les sujets, notamment si vous devez répondre quelque part à des commandes hiérarchiques sur quelle solution de retraite, vous devez impérativement intégrer le sujet de la retraite à prestation définie, car ce nouveau dispositif, si on enlève toute la couche et la surcouche médiatique de ce qu'il faut en passant mal, il faut le voir sous un œil totalement neuf pour voir qu'il peut répondre dans des cas très spécifiques de façon ultra pertinente à des problématiques de retraite. Alors, je ne sais pas si le document apparaît à l'écran, peut-être pas immédiatement. On a un petit souci technique qu'on est en train de rectifier. Pas de problème. Je peux continuer. Voilà, j'explique la chose. C'est que jusqu'à présent, il existait donc un système de retraite dit chapeau, retraite 39, retraite à prestation définie. Hein, donc toujours, on rappelle qu'on oppose les retraites à cotisation définie des retraites à prestation définie. À cotisation définie, l'employeur s'engage sur un niveau de financement et verse des cotisations à un assureur. Et évidemment, il ne prend pas l'engagement sur la prestation. C'est-à-dire qu'en fait, on capitalise. Voilà, je crois que si on appuie à nouveau, le reste de l'écran apparaît, le reste du slide apparaît. Et donc, l'assureur, lui, il réceptionne des fonds, des primes d'assurance, et c'est lui, l'assureur, qui va dire, au moment où vous partez à la retraite, je transfère ce capital investi. Ce capital investi, je le transforme en rente viagère, en rente autant que dure la vie. Ça, c'est le 83. On peut même passer page suivante d'ailleurs. Sur page suivante, au slide suivant, voilà, vous avez une série, vous avez une série de dispositifs de retraite. Vous avez effectivement les systèmes à cotisation définie. C'est ce que vous avez sous la page, sous les termes 83 et 82. Le 83, voilà, le 83, donc c'est le système à cotisation définie, exonération de cotisation sociale. C'est bien comme système, c'est bien, mais ça a quand même une limite majeure, c'est que l'exonération fiscale et sociale est validée dans une enveloppe fiscale et sociale. Et donc, le problème, c'est que si on veut se constituer de la retraite dans cette enveloppe, l'enveloppe étant ce qu'elle est, eh bien, alors, fiscalement, c'est 8% de la rémunération dans la limite de 8 passes, 8 plafonds annuels. Et socialement, c'est en charge sociale 5% de la rémunération dans la limite retenue dans la limite de 5 plafonds annuels. C'est que, simplement, si on est dans des investissements dans ces plafonds, il faut le temps long pour se constituer des droits significatifs. En 3, 4, 5 ans, vous ne pouvez pas vous constituer des droits significatifs, si ce n'est avoir après des micro-rentes qui paieront une bière en terrasse ou ce qu'on veut. Mais ce n'est pas satisfaisant de ce point de vue-là. C'est très satisfaisant pour se constituer des droits au global sur 10, 15, 20 ans, mais sur des temps très courts, c'est plus difficile. Alors après, vous avez le 82. Le 82, c'est quoi? C'est tout simplement un système de retraite qui ne répond pas aux règles d'exonération fiscale et sociale. Donc, quand l'employeur verse 100, c'est du salaire, les 100. Voilà, c'est du salaire soumis à charge et à impôt. Ça peut être employé dans certains cas de figure, notamment pour les très, très hautes rémunérations qui ont un effet de plafonnement des charges sociales. Mais c'est quand même un système qui a peut-être connu à une époque son intérêt. Aujourd'hui, c'est moins évident. Bien sûr, il y a le PERCO et le PERCOL. Donc, le PERCO, ancienne mouture, le PERECOL, nouvelle mouture, PER, sur les dispositifs, comme on le sait, d'alimentation principalement par l'épargne salariale, le CET ou les jours de repos non pris, avec un abondement de l'employeur. Ça, c'est connu, c'est un dispositif d'épargne salariale qui doit normalement être ouvert à tous les salariés.
Donc, le PERCO-PERCOL, c'est tous les salariés sous réserve de la condition d'ancienneté de 3 mois. Le 83 PERO, ça peut être catégoriel avec les questions de définition des catégories objectives. Je vous renvoie à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les évolutions du décret à venir. Le 82, on n'est pas contraint par des conditions de catégorie objective parce que le financement suit salaire. Et puis, il y avait le système des régies à retraite à prestation définie, le 39 sous condition de présence, qui est régi par l'article L137-11 du Code de la sécurité sociale. Mais attention, et là, on peut revenir à la page précédente, c'est-à-dire que ce dispositif, qui consiste à dire, moi, employeur, je promets un niveau de rente, prestation définie. Ce système bénéficie d'une exonération de charges sociales, enfin, d'un traitement social entre guillemets favorable, sous réserve que la prestation soit conditionnée à l'achèvement de la carrière du ministère dans l'entreprise. Donc déjà, en tant que tel, ça avait un aspect qui pouvait parfois être un peu rebutant, c'est de dire, si le bénéficiaire a 47 ans, on lui explique qu'il bénéficiera de la retraite s'il est toujours dans l'entreprise quand il aura 65 ou 67 ans, ça faisait un horizon assez long. Alors, quand on est dirigeant dans son entreprise, on sait qu'on sera présent à terme, mais bon, en toute hypothèse, l'Europe est intervenue et l'Europe a dit par voie de directive, tout ce système de conditions de présence dans l'entreprise, c'est en réalité une contrainte qui peut limiter la libre circulation du travailleur dans l'Union européenne. Donc, je demande à vous, les États membres, de supprimer ces régimes, ou à tout le moins, pour ceux qui sont existants, de conduire les entreprises à les fermer, à les geler. Je ne veux plus voir de nouveaux systèmes de ce type se créer, moi l'Europe, et je ne veux pas voir que dans le futur, on puisse accroître les droits par ce système qui conditionne la prestation à l'achèvement de la carrière du ministère dans l'entreprise. La France a, avec retard, transposé le système, loi PAC du 22 mai 2019, ordonnance du 3 juillet 2019, instruction DSS du 23 décembre 2020, ça se rapproche de nous, ça sera donc probablement mis dans le boss. Et donc, désormais, il y a un nouveau dispositif de retraite, un dispositif à droit certain, à droit acquis. C'est ça qu'on va regarder maintenant, page suivante. Et ce nouveau système, il est intéressant, il n'est pas parfait, mais il est intéressant parce qu'il contient 6 caractéristiques inédites et, à mon avis, relativement incomparables. Dit autrement, il n'y a pas d'autres dispositifs qui ont ces avantages-là. Alors, bien sûr, on va être très clair entre nous, et je laisserai, le cas échéant, nos amis de Servir intervenir sur la partie technique assurantielle. Par définition, il n'y a pas de système magique en matière de retraite. Si on veut se constituer des droits significatifs en matière de retraite, il faut être en capacité de financement de ces engagements. Ça, malheureusement, je n'ai pas d'autre solution que ça. Tant qu'on est dans la légalité et qu'on est des gens sérieux, il n'y a pas d'autre façon de faire de se constituer de droit de retraite. Il faut, bien sûr, avoir des financements en face. Mais quel est l'intérêt du système? Le système, il y en a 6, c'est que vous avez sous les yeux. Premier avantage du système à droit certain, du système, nouveau système 39, c'est qu'il est à droit certain. À droit certain, c'est du vrai droit certain. C'est-à-dire que, dit autrement, quand l'entreprise va prendre, dans le cadre de ce nouveau dispositif, des engagements, ces engagements de retraite, c'est immédiatement un droit de créance à retraite certain pour le salarié. Dit autrement, imaginons que j'ai 51 ans, je pars de l'entreprise quand j'ai 54 ans, je pars avec mon droit à retraite certain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout cette notion de vous devez être présent dans l'entreprise le jour où vous partez à la retraite. Ça, c'est terminé. Maintenant, ce sera des droits certains. Alors, ça pose la question de savoir, oui, mais est-ce que l'entreprise sera toujours en vie quand je partirai à la retraite? Donc, ça a conduit l'administration à exiger qu'il y ait un minimum de sécurisation des droits chez l'assureur. Mais en tout cas, ça veut donc dire que quand on franchit la ligne, c'est à des droits certains. Et par ailleurs, et ce point est très important, quand je dis droits certains, c'est des vrais droits certains, puisque la DSS, très heureusement, fort heureusement, a bien précisé que l'on pouvait prévoir des contrats d'assurance avec une contre-assurance. Ça veut dire quoi une contre-assurance? La contre-assurance, ça veut dire que si je décède, par exemple, à 57 ans, les sommes qui ont été capitalisées chez l'assureur reviennent à des tiers bénéficiaires que j'ai désignés. Dit autrement que l'effort contributif de l'entreprise sur le 39 à droit certain
ce n'est pas vis-à-vis de moi un effort vain, puisque soit je passe la ligne de retraite vivant, et dans ce cas, je touche mes droits à retraite viagers, et dans ce cas-là, c'est parfait. Soit la vie veut que je décède avant, et dans ce cas-là, l'effort contributif de l'entreprise se retrouvera pour mes tiers que je veux protéger, mes bénéficiaires que je veux protéger, et pourra faire l'objet d'un versement sous forme de capital. Donc, c'est vraiment du droit très solide. Deuxième chose, des droits significatifs, au sens où la promesse de rente peut être au plus de 3% de la rémunération par an. Promesse de rente. Donc, je peux dire chaque année, je vous promets, sur l'ensemble de votre rémunération, 3% de cette rémunération sous forme de rente viagère. Donc, même un avocat est capable de faire le calcul. 3%, je fais ça pendant 10 ans, ça fait 30% de ma rémunération sous forme de rente viagère. Donc, ça, c'est bien sûr. Alors, on peut aller jusqu'à 3%. On peut faire 0,2%, 1%, 1,5%, 2,3%. On peut faire ce qu'on veut, mais c'est au plus 3%. Et sur une carrière entière, tout employeur confondu, 30%, en toute hypothèse. Hein. Bon. Étant précisé qu'il y aura une obligation déclarative faite par l'employeur via la DSN qui aboutira à permettre aux URSSAF de suivre l'intéressé et également dire à un employeur, voilà, l'intéressé a atteint les 30%, ça s'arrête. Mais sans aller jusqu'à ces notions de 30%, par exemple, promettre des droits à retraite de 1% par an, sur 5 ans, ça fait 5%. Pour quelqu'un qui est à 20% de taux de remplacement, si on augmente, passe de 20 à 25, je vous laisse faire le calcul de l'accroissement du taux de remplacement. C'est déjà très significatif. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un point important. On peut aller très vite en la matière. Troisième avantage, jusqu'au moment de la retraite, pour le salarié concerné ou le mandataire social, le salarié ou le mandataire social, il y a zéro de chez zéro décaissement. Aucun décaissement en la matière, aucune cotisation sociale, aucune CSG, aucune CRDS, aucun impôt, aucune contribution particulière. L'intéressé ne supporte aucun décaissement tant qu'il ne part pas à la retraite. La contrepartie de ça, c'est que l'entreprise, elle, sur les primes versées à l'assureur, paye une contribution libératoire de 29,7%, qui est ni plus ni moins, en fait, le fait d'avoir écrit 29,7%, c'est l'addition de la CSG-CRDS et du forfait social à 20%. Et côté prestations, on va voir, c'est suivant, après l'analyse des 6 conditions, c'est que l'intéressé paiera, lui, sur la rente, impôts, prélèvements sociaux et une contribution spécifique. Voilà. Donc, le système n'est pas parfait, mais du point de vue de, je dis à l'intéressé, je te promets un niveau de retraite de X% par an de ta rémunération, au moment où on fait la promesse, il n'y a aucun décaissement pour l'intéressé, c'est important. Quatrième avantage du système, alors ça, c'est un peu la surprise du chef. Est-ce que les rédacteurs de la loi de l'article L137-11-2 ont bien vu la chose? Je ne sais pas. L'engagement de retraite, la promesse de retraite peut être totalement individuelle. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que, vous m'avez bien compris, autant le PERCO-PERCOL, c'est un système tout salarié, autant le 83, c'est un système qui doit justifier à minima une catégorie objective, autant le dispositif social avantageux du nouveau 39 à droit acquis peut concerner un engagement individuel. C'est-à-dire un engagement qui dit « je vise tel salarié ». Alors bien sûr, quand on dit système individuel, vous, professionnel RH, vous aurez comme réflexe d'être vigilant sur les questions d'égalité de traitement, évidemment, de prohibition des discriminations liées à l'âge. Donc là, il faut réfléchir un minimum à ce qu'on fait. Et dit autrement, pour vous donner un exemple très précis, moi j'ai récemment accompagné une entreprise, une ETI de province, qui va instaurer un PERCOL pour l'ensemble des salariés uniquement avec une prise en charge des frais de gestion et aucun abondement spécifique, qui a instauré par ailleurs un 83 PERO pour ses cadres et qui a instauré un double système 39 à droit certain pour le COMEX et un système à droit certain, 39 à droit certain boosté pour ses mandataires sociaux dirigeants. Voilà. Un système comme ça à 4 étages de retraite, PERCO pour tout le monde, uniquement prise en charge des frais de gestion, 83 pour les cadres,
39 qui est un 39 à 0,5% pour le COMEX et un 39 boosté en prestation pour les dirigeants, valablement autorisé, ça va de soi. Ça va sans dire. Ben, ça, c'est possible. Et quand on dit que l'engagement peut être individuel, ça ouvre des possibilités, le champ des possibles. Vraiment, alors là, il est voilà, sans limite. On peut faire comme on dit en bon français, STI et LTI retraite. Dit autrement, je peux faire un système de variables, donc de variables retraite. Dit autrement, sur un an, si vous réalisez telle performance, moi, je m'engage à 0,5% de votre rémunération sous forme de retraite. Je peux très bien faire un LTI pour dire, je regarde votre performance sur 3 ans et au bout de 3 ans, si vous avez réalisé vos performances, j'enclenche 1% de promesse de système de retraite. Ça, j'ai eu aussi à le connaître dans une entreprise où l'actionnariat était familial, où il n'y avait pas de volonté d'ouvrir un plan d'actionnariat pour des cadres supérieurs. Et là, on est en train de réfléchir de façon très avancée sur un système de variables retraite. Donc, on parle parfois du LTI cash, système de rémunération long terme sous forme de plan strict pécuniaire cash, ou alors on parle parfois de plan de variable action, de LTI action. Demain, on parlera de variable LTI retraite par ce système à droit certain. Autre exemple, j'ai eu à régler récemment un problème de transaction avec comment dirais-je, je sais pas comment dire, un trader un peu diva, avec des sommes totalement exubérantes en la matière. Le problème, c'est que comme on était largement au-delà des 10 passes, eh bien, tout ce que l'on versait dans la transaction, c'était soumis à charge sociale dès le premier euro. Je pense que tout le monde a la règle en tête. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on s'est dit, si on versait plus, c'est soumis à impôt et à charge. Ce n'était pas très sexy, c'était beaucoup d'efforts financiers pour un résultat au final maigre. Et ben, on a dit, est-ce qu'on ne veut pas tout simplement faire un effort en termes de retraite? Et donc, l'idée, ça a été d'enclencher un engagement d'un an, en fait, d'une promesse de retraite d'un an. Donc, on sait que max, c'est 3% par an. Et donc, on a fait un engagement de retraite à prestation définie, 3% sur une année et pas plus, dans le cadre de la transaction. Et la personne partira avec une sorte de fil de retraite supplémentaire en la matière. On peut très bien faire comme ça. Dernier exemple de l'intérêt d'un engagement individuel, c'est également le fait que vous avez une fusion d'entreprise, vous avez des doublons de poste, et ben pour mettre, j'ai envie de dire, de la pommade sur le fait que telle ou telle personne ne soit pas forcément positionnée, et ben on peut dire, pour certaines personnes, on enclenche un 39 à droit acquis, j'ai envie de dire, raisonnable, parce que ce sont des personnes qui sont proches de la retraite et pour lesquelles on dit, voilà, on vous apporte un avantage et ça permet de gérer des doublons de poste. C'est des exemples très concrets de la vie de l'entreprise que le 39 à droit acquis permet. Deux autres avantages, aucune exigence de non-substitution. Vous savez qu'en épargne salariale, vous ne pouvez pas créer de l'intéressement de la participation des plans d'épargne si cela aboutit à se substituer à un élément de rémunération supprimé au cours des 12 derniers mois. Cette règle, on l'oublie parfois, est également applicable à l'exonération URSSAF de la prévoyance santé 83 retraite. Eh bien, cette exigence-là, qui vaut pour l'épargne salariale comme elle vaut pour la protection sociale en exonération, n'est nullement applicable en matière de 39 à droit certain, à droit acquis. Ce qui veut dire, par exemple, que si je dois refondre ma politique de prime, je peux très bien, pour certains salariés, dire « Ok, je resserre, je passe d'une prime collective à une prime individuelle. Je la rends plus dure d'atteindre parce que je veux qu'il y ait un effet motivant plus fort. Et par exemple, je la couple à un système de promesse de retraite, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour justement qu'il y ait cet effet, parce que je peux me substituer à un élément de salaire. Donc, pas de principe de substitution. Dernier point, ce système est totalement autonome. Dit autrement, il peut se cumuler avec tout autre dispositif de retraite, un PERCOL, un 83, un ancien 39 gelé et fermé, sous condition de présence. Et là, en fait, dit autrement, ce nouveau système à droit acquis, il vit sa vie de façon totalement autonome, de façon totalement libre. Il n'est pas influé, il n'est pas impacté par les autres systèmes en la matière. Le seul point de jonction, et ça, attention, retenez-le bien, c'est que si vous instaurez un système 39 à droit acquis, alors la contrainte, c'est que tous les salariés de l'entreprise, doivent avoir accès à un autre système de type PERCOL
ou 83. Alors, entre nous, ce n'est pas un problème parce qu'on met en place un PERCOL sans abondement, mais uniquement en prise en charge des frais de gestion. C'est pas une difficulté. Si on est en budget minimal, ce n'est pas un problème. Bien sûr, si on est dans une holding, ça ne concerne que la holding, puisque c'est la société et pas le groupe, hein, bien sûr, en la matière. Alors après, la seule chose, c'est que de ce système-là, il y a une traduction assurantielle. Et là, actuellement, les assureurs retraite qui se positionnent sur ce dispositif n'ont pas toute la même approche. Alors là, il y a un petit sujet technique d'assurance, droit en euros, droit en unité de compte, mixte entre un engagement en euros, mixte et un engagement en unité de compte. J'ai envie de dire que c'est une certaine cuisine assurantielle qu'il faut savoir maîtriser. Bon, je connais et sans compliment facile, je sais que dans les équipes de service, c'est des sujets qui sont très bien connus et très maîtrisés, notamment dans l'échange qu'on peut avoir avec les assureurs, justement, acteurs de ces systèmes-là. Et donc, il y a de ce point de vue-là un point qu'il faut savoir affiner dans la structuration. Le point important aussi à dire, c'est que vous n'avez pas forcément à préfinancer 100% de l'engagement chaque année immédiatement. Alors, il y a un minimum à préfinancer, ce minimum étant 50%. Donc, dit autrement, on peut avoir une gestion de trésorerie en la matière sur ce type de dispositif. On n'est pas obligé de le financer intégralement. On peut aussi décider de le faire pour des raisons autres, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas une obligation de le faire tout de suite. Si on va à la page suivante, et on terminera sur ce point, le cadre fiscal et social, vous allez trouver seulement ce qu'on vient de se dire. Hein, au stade de la prime d'assurance, c'est une charge de personnel déductible de l'IS, même si je suis sur un système individuel. Pour bénéficiaire, il y a en matière de fiscalité et de charge sociale aucun décaissement. Et on l'a dit, l'entreprise paye à l'URSSAF une contribution de 29,7. Côté prestations de retraite pour l'entreprise, c'est totalement, donc les 29,7 sont totalement libératoires. Donc, il n'y a aucune charge sur les prestations de retraite. Par contre, le salarié, lui, paye l'impôt à l'IR et paye l'ensemble des prélèvements sociaux que vous avez, qui sont somme toute assez significatifs, hein, attention, 1, 0,3, 8, 3, 0,5 et une contribution spécifique. Donc voilà, il y a des prélèvements sociaux assez importants en la matière. À ce stade, est-ce que ce que j'ai dit sur le 39 à droit certain, ça génère des questions de votre part, des réactions, soit côté participants, soit côté équipe servir, sur la vision de la place ou des retours assurantiels? Y a-t-il des questions? Première réaction, pas de questions écrites. Mes premières réactions de ma part, on voit et on sait au niveau des équipes de servir que c'est un outil qui va être vraiment intéressant pour les constitutions de droits à retraite. Tu l'as rappelé pour les cadres dirigeants ou les hautes fonctions dans l'entreprise dont les taux de remplacement en retraite peuvent descendre jusqu'à moins de 20% dans certains cas. C'est-à-dire quand on fait le ratio entre le niveau de retraite et le niveau du dernier salaire, on descend en dessous de 20%. Et donc, c'est très significatif. Ça a aussi un intérêt pour différentes populations de salariés, notamment lors de la mise en place d'autres dispositifs de retraite. Quand on met en place un ex-83 ou un PEROB aujourd'hui, se pose souvent la question du traitement des salariés qui sont, eux, très proches de l'âge de la retraite et qui ne vont pas avoir suffisamment de temps pour se constituer des droits. C'est vrai que ce dispositif apporte une réponse complémentaire, puisqu'on va pouvoir un petit peu plus rapidement leur constituer une retraite en complément qui soit plus significative que les quelques dixièmes de pourcent de leur dernière rémunération en 1, 2 ou 3 années de retraite. Oui, c'est un point très important, hein, Brice, parce que la chose, c'est que, alors, on dit qu'on peut prendre un engagement jusqu'à 3% de la rémunération par an, mais je me permets de bien rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut très bien être à 0,3% ou 0,2%. Hein. Le tout, c'est de quantifier, de dire, voilà, là, on a un certain nombre de salariés qui ont plus de 55 ans. On voit bien que, effectivement, le 83 Perro ne sera pas suffisant. Et on peut mettre un coup de tabasco, j'ai envie de dire, sous forme de 39 à droit certain pour ces personnes. Alors, le tout, une fois encore, hein, c'est de pouvoir le justifier pour éviter un
un échange malheureux sur l'égalité de traitement ou la discrimination, mais ça se justifie, ça se justifie. Je rappelle que, par exemple, sur les discriminations liées à l'âge, vous avez un article dans le Code du travail qui prohibe les discriminations liées à l'âge, mais vous avez également un article dans le Code du travail qui justifie, qui valide les différences liées à l'âge, quand notamment elles sont, j'ai envie de dire, proportionnées à l'objectif recherché. Par exemple, c'est pour ça qu'on peut faire des dispositifs de pré-retraite, c'est parce qu'on considère que c'est proportionné, justement. Et donc, là encore, ça peut se justifier. On n'est pas sans justification. Mais c'est vrai, effectivement, c'est l'exemple, effectivement, je prends un autre exemple pour des entreprises qui seraient plus des PME. On peut réfléchir, par exemple, à ce que, imaginons qu'on ait des patrons et patronnes du type 58-60 ans, qui sont à 3, 4, 5 ans du départ à la retraite, qui pensent qu'ils envisagent bien de céder leur entreprise à leurs enfants. J'ai envie de dire, le deal parent-enfant peut être très bien de dire, bah, voilà, pendant 4-5 ans, vous allez prendre un engagement de retraite à 3%, on va préfinancer entièrement sous déduction de l'IS, et on intégrera cet effort-là dans la valorisation de l'entreprise à terme. Ça peut très bien se concevoir. Il y a aussi de ce point de vue-là un raisonnement qui peut être mené, qui peut être très pertinent, parce que, une fois encore, le 39 à droit certain, ce n'est pas uniquement, loin s'en faut, des dispositifs de très grands groupes 440 SBF 120, ça peut être également une solution retraite pour des PME et des ETI en la matière. Ça aussi, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et tout dernier point, peut-être je ne l'ai pas évoqué, si par hasard vous êtes au sein des entreprises, de vos entreprises, vous avez un dispositif 39 à droit aléatoire. 39 à droit aléatoire, c'est l'ancien système où on doit être présent dans l'entreprise au jour où on part à la retraite. La loi permet, si on le souhaite, de transformer le système aléatoire en système à droit certain. C'est-à-dire que, dit autrement, quand on transforme les engagements anciens en engagements à droit certain, on n'est pas concerné l'année de transformation par le fameux plafond à 3%. On est en revanche concerné par le plafond global à 30%, ça c'est clair, mais on peut transformer le système. Si par exemple, on voit qu'on a des bénéficiaires qui ont 54 ans, qui sont donc en fait des bénéficiaires bac à sable, j'ai envie de dire, parce que par rapport à 65 ans de départ à la retraite, 54 ans, c'est vraiment très, très jeune. Eh bien, on peut utilement le transformer en droit certain. Il y a un peu de mise en œuvre, j'ai envie de dire, juridique, mais on peut travailler la chose en la matière. L'essentiel sur ce point, ce sera vraiment d'étudier la situation globale, les régimes existants, la politique sociale de l'entreprise en matière de retraite et de constituer derrière, c'est des sujets sur lesquels on pourra vous accompagner, pour constituer derrière un vrai schéma global avec éventuellement plusieurs étages pour une politique sociale aboutie en matière de droit en retraite. Et si je m'excuse, parce qu'on voit que cet outil sera très utile demain, si je ne m'abuse, je pense que je peux en profiter pour te remercier, parce que je crois que tu n'es pas totalement étranger aux caractéristiques et à la mise en place de ce dispositif. On a eu des échanges avec l'administration en la matière. Alors attention, ne faites pas de moi un lobbyiste. Mais bon, on sait que le lobbying, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon lobbying et il y a le mauvais lobbying. Le bon lobbying, ça consiste à dire à l'administration, au pouvoir public, de leur faire comprendre les problématiques et les sujets. Ce n'est pas de les influencer pour la sauvegarde d'intérêts particuliers, mais c'est de les informer, effectivement, de leur dire, ben, voilà. Alors, il y avait même vocation à avoir un système qui était même encore plus intéressant, et bon, moi, l'administration a mis le là. Je crois que ce système aussi, il ne faut pas perdre de vue quand on parle d'un avantage qui peut être individuel. Quand je dis individuel, c'est de vrai individuel, microgrammé. Et là, ça inclut, je le dis au passage, un sujet intéressant parce que je réagis à ce que tu viens de dire, Brice, c'est que si le système est un tant soit un peu collectif, par exemple, qui est ici à 3-4 salariés, 3-4 cadres dirigeants, voilà, dès qu'il est un minima collectif, n'oubliez pas, ça j'attire l'attention de tout le monde, qu'on doit toujours informer et consulter le CSE, quand on a un CSE de plus de 50 salariés, préalablement à toute mise en place d'une garantie collective de protection sociale. Une garantie collective de protection sociale. Conséquence de quoi, si je fais bénéficier le système à 3-4 personnes, et si j'ai un CSE dans l'entreprise dans laquelle je fais bénéficier le système à 3-4 personnes, je dois informer et consulter. Alors c'est vrai que souvent,
on n'est jamais forcément totalement à l'aise au fait de devoir expliquer aux camarades et aux amis du CSE qu'on met en place un régime pour quelques happy few. Alors, certains le justifient très bien et sont très à l'aise. Ils disent, ben voilà, il y a un système, il y a un percol pour tout le monde. Ben, il se trouve que pour le taux de remplacement, voilà, on peut pouvoir le dire. Je précise juste la chose, c'est que si le système est totalement individuel, là, on n'est pas dans un système collectif. Et à mon avis, on peut justifier qu'on n'a pas informé et consulté le CSE. Pour information, chacun en fera l'usage qu'il veut de cette dernière précision. Dernier point de nos échanges, l'actualité jurisprudentielle. Alors, une sorte de rafale de jurisprudence pour terminer nos échanges, qui disent beaucoup de choses. Alors, qui disent beaucoup de choses en ce sens que on a vu en 2020 et 2021 une série d'arrêts de cassation sur les problématiques justement qui permettent de boucler la boucle de nos échanges sur les catégories objectives et sur les conditions d'exonération de charges sociales. Ça prouve quoi? Ça prouve que maintenant, il y a une montée en puissance des contrôles d'URSSAF, c'est-à-dire qu'il faut être très vigilant en la matière. Et alors, pour tout dire, dans ces jurisprudences, certains des litiges et des redressements qui ont été présentés à la Cour de cassation, c'était des redressements d'avant le décret 2012. Alors, ça me permet à tous les participants de vérifier si, un, vous étiez bien là au tout début de l'intervention, et deux, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit. Attention, je vous regarde bien droit dans les yeux. Et est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure, quand on a évoqué le projet de décret, on a dit qu'il y avait eu un décret en 2012 et qu'avant le décret de 2012, il y avait une référence aux catégories objectives générique. Ce n'est qu'en 2012 que le décret a dit, ben voilà la définition des catégories objectives. Bon. Certains des contentieux qui ont été menés étaient des contentieux sur des redressements de la période d'avant 2012, mais ils ont quand même des enseignements dont on peut faire usage aujourd'hui. Le premier, c'était le cas d'une entreprise, donc l'assujettissement des sommes versées par un employeur, c'était le cas d'une entreprise qui avait versé, alors là, c'est très particulier, mais oserais-je dire que ça peut concerner, par exemple, le secteur de la Champagne, parce que la question existe dans ce secteur-là, des sommes versées par un employeur pour financer un régime facultatif de remboursement de frais de santé des retraités, dans le but de garantir son équilibre et son voilà. Quel traitement social? La réponse est, alors il existait déjà une jurisprudence Michelin contre URSSAF depuis Dôme, et quelque part cette jurisprudence n'est qu'une confirmation de cette jurisprudence. Elle dit, par principe, ces sommes sont assujetties à la cotisation de sécurité sociale de la CGCRDS, sauf si elle est démontrée qu'elles répondent pour toute partie aux règles d'exonération prévues. Alors, c'est le sauf s'il est démontré qu'elles répondent pour toute partie aux règles d'exonération prévues qui génère la discussion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a voulu dire la Cour de cassation? Parce que jusqu'à présent, ce que disait la Cour de cassation, c'est quand vous, entreprise, vous financez directement ou indirectement un système de frais de santé pour les retraités, en réalité, c'est comme si vous versiez une rente de retraite à ces retraités pour qu'ils se payent les frais de santé. Dit autrement, dans l'esprit de la Cour de cassation, elle dit quand vous financez une complémentaire santé de retraités, ce financement, c'est un complément de pension de retraite. Et ça doit être assujetti comme un complément de pension de retraite. Ce qui me fait d'ailleurs dire, et je me retourne vers Brice, que le fameux 39 à droit certain peut très bien servir à faire, vous voyez, si vous faites un engagement à 0,1% de la rémunération, à absolument faire une sorte de mini-prestation définie permettant d'être un financeur de frais de santé des retraités, au passage, au demeurant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le système ici, c'est qu'on vient confirmer, donc la Cour de cassation vient confirmer que quand je finance des frais de santé de retraités, eh bien, sa vocation est soumise à cotisation à la CGCRDS comme un complément de pension de retraite, ceci démontrer qu'elle répond aux règles d'exonération. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par règle d'exonération? Là, il y a un élément un peu surprenant dans la jurisprudence qu'on a du mal à définir. Deuxième jurisprudence, caractère collectif d'un régime de retraite. Alors, ça pouvait se discuter vraiment ce point-là. C'était en fait suite à une fusion d'entreprises, la perte, pour certains, vous savez, de ce qu'on appelle les opérations supplémentaires de retraite complémentaire ARCO. Bon, je ne serais pas étonné que certains des participants ont ça en page dans leur entreprise. Vous savez, c'était la possibilité qui existait jusqu'à 1996 de cotiser
de façon plus importante à l'ARCO que le taux obligatoire, ce qu'on appelle l'opération supplémentaire de retraite complémentaire ARCO. Et ces systèmes ne peuvent plus être créés depuis 1996, et maintenant on vit en groupe fermé, en run-off de ces systèmes-là antérieurs. Et quand il y a une fusion d'entreprises, un des systèmes que l'on peut employer, ce qu'on appelle, alors ça c'est très compliqué, c'est le taux moyen pondéré. C'est-à-dire qu'en fait, on va étaler la charge du taux supplémentaire sur l'ensemble, notamment des cadres concernés. Et donc, dans cette entreprise, il était dit, mais il y a probablement, suite à cette opération, une légère perte de droits à retraite. Et pour compenser cette perte de droits, l'entreprise avait souscrit pour les salariés concernés par le transfert un système de retraite dédié pour eux. Eh bien, dans ce cas de figure, l'URSSAF a considéré qu'il n'y avait pas une raison objective. Elle a redressé le système de retraite et la Cour de cassation a confirmé l'absence de qualité objective. Qu'il soit permis de dire que je trouve cette jurisprudence, je n'étais pas dans le contentieux, hein, donc j'en parle tranquillement, particulièrement sévère, très stricte de la part de la Cour de cassation, qui pouvait, sur des cas d'espèce qui étaient avant le décret de 2012, à mon avis, démontrer qu'il y avait une raison objective. Elle a considéré que cette exclusion d'une partie des salariés n'était pas objectivement définie. Donc, preuve qu'il faut être vigilant en la matière. C'est notamment, j'attire l'attention de tout le monde, une question qui ne se poserait pas là encore sur le 39 à droit certain. Alors, je précise tout de suite, hein, je ne suis pas un VRP du 39 à droit certain. Hein, vous allez croire que je cherche à le vendre, voire à le survendre. Pas du tout. Simplement, je permets de constater qu'on n'aurait pas été concerné sur le système de 39 à droit certain. C'est la question de se présenter aujourd'hui. On peut passer page suivante. C'est un autre problématique de caractère cognitif. Et alors là, de façon très étonnante, la Cour de cassation, au contraire, là, est nettement plus positive et clémente. En l'occurrence, c'est quoi? On peut le dire, hein, la République, ça vise la société EDF, qui avait des salariés travaillant dans les départements d'outre-mer et qui recevait une prime compensant la différence de coût de la vie. Et cette prime était partiellement non soumise à charge sociale. Et donc, il avait été dit à l'entreprise, mais cette prime n'est pas soumise à charge sociale, donc on ne constitue pas les droits à retraite. Qu'à ça tienne, EDF a dit, moi, je vais mettre en place un dispositif de retraite uniquement pour les salariés concernés par cette indemnité de compensation du coût de la vie. L'URSSAF dit, mais attendez, il n'y a pas de raison objective de faire une telle différence, redresse, et la Cour de cassation confirme l'annulation du redressement, en disant qu'il y avait là un justificatif objectif de traitement. Je ne vous cache pas que quand on voit la jurisprudence précédemment citée et celle-ci, j'ai du mal, pour tout vous dire, à appréhender la cohérence globale de la Cour de cassation en la matière, étant précisé que dans les deux cas, on parlait d'une situation d'avant le décret. Si on était post-décret, je rappelle que là, il faut justifier d'un des 5 critères en la matière. Le point qui suit, on va probablement passer un peu plus de temps en la matière. Je sais que c'est un sujet sur lequel j'ai fréquemment l'occasion de travailler avec les équipes de Servir. C'est un point de vigilance en matière de Servir et Dieu sait que c'est compliqué de veiller à ce que toutes les entreprises soient bien carrées là-dessus. C'est une condition qu'on n'a pas encore évoquée dans les points d'actualité, c'est que pour bénéficier de l'exonération de charges sociales, il faut donc que le régime soit collectif, il faut que le régime soit obligatoire et entre autres conditions, il faut que le régime soit formalisé par un acte collectif d'entreprise. C'est pour ça que vous avez souvent des échanges avec les équipes de Servir sur l'ADE, sur l'accord collectif en la matière, pour être sûr que vous avez bien un acte collectif de formalisation du régime. Tout le débat qu'il y avait dans cette litige, c'est que si une entreprise applique strictement le régime de branche, applique strictement l'accord de branche est l'acte de formalisation. Et donc, dans ce cas spécifique, l'entreprise n'a pas à produire un acte collectif propre à elle, une décision latérale propre à elle, un accord collectif propre à elle. Elle applique strictement le régime de branche. En l'occurrence, dans ce dossier-là, c'était une entreprise qui appliquait l'accord de branche régionale du BTP, qui prévoyait un régime pour l'ensemble des salariés, d'un régime qui était sous une répartition 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers employeurs, 1 tiers salarié. Et l'entreprise, parce que les taux de cotisation étaient différents, applique pour les ouvriers une répartition 66-66 versus 33-33. Donc 66-66 versus 33-33,
on est d'accord que ça ne fait pas… Ah, pardon, excusez-moi, 60-40. 60-40, je vais y arriver. Les avocats et les mathématiques, c'est toujours un grand moment de difficulté. Donc, l'entreprise a appliqué dans ce régime à une répartition 60-40, qui ne correspondait donc pas au fameux de tiers à tiers, au fameux 66-66, 33-33. Donc, il y avait ce léger écart, tout petit, de répartition entre ce qu'elle appliquait concrètement en paye et ce que prévoyait la branche professionnelle. L'URSSAF contrôle l'entreprise. Il dit, mais attendez, moi, ce que je vois en paye, ce n'est pas le ratio de répartition de ce qui était prévu dans la branche. Donc, j'en déduis que vous avez un système qui est propre à votre entreprise. Or, vous n'avez pas d'acte de formalisation propre à votre entreprise, donc vous ne respectez pas l'obligation de formalisation, donc je vous redresse. Là encore, une jurisprudence, et la Cour de cassation confirme le redressement. Donc, une jurisprudence très sévère de la Cour de cassation. Sur le papier, bon, on a envie de dire ça justifie, mais ça veut donc dire que vous devez, et c'est un petit rappel, une piqûre de rappel, bien vérifier dans vos entreprises votre pratique en matière de formalisation des régimes. Est-ce que vous appliquez strictement un accord de branche? Est-ce que vous avez un accord collectif? Est-ce que si vous avez une décision latérale, est-ce que vous remettez la décision latérale à chaque salarié nouvellement embauché? Et est-ce que vous disposez de la preuve de la remise de la décision latérale à chaque salarié nouvellement embauché? C'est un point sur lequel vous devez… Il faut toujours faire repasser une couche de peinture à chaque fois pour vérifier que c'est vérifié, que vous avez la bonne pratique en la matière. Pourquoi? Parce que l'URSSAF peut très bien être passé il y a 3 ans et avoir constaté que le système était propre, repasser 3 ans après et dire dans l'intervalle de temps, vous n'avez plus la preuve de la remise de l'écrit, donc je vous redresse. Donc, vigilance en la matière. Je me permets à ce titre d'ailleurs de faire une petite précision. Sur le site de l'URSSAF, alors attention, sur le site de l'URSSAF, le site global de l'URSSAF, donc des URSSAF, il a été communiqué une information sur laquelle il y aurait une approche tolérante consistant à dire que les inspecteurs URSSAF sont invités à ne pas contrôler la preuve de la remise des DUE. Sous-entendu, dans une logique de simplification de la vie des entreprises, en disant on sait bien que c'est très compliqué d'avoir toujours la preuve de… Donc, moi, je suis obligé de vous dire la chose suivante. Ce n'est pas une position, ce que je viens d'évoquer avec vous, ce n'est pas une position de la DSS dans le BOSS ou dans une circulaire opposable aux URSSAF, c'est une position informelle site ursaf.fr. Bon, c'est sûr que ça peut avoir son influence et que bien sûr, on saura l'exploiter le jour où une entreprise sera mise en défaut. Il n'en reste pas moins qu'à date, je ne peux que vous inviter à toujours être rigoureux sur la preuve de la remise de la décision latérale à chaque salarié et de toujours garder des bonnes pratiques, des pratiques de rigueur en la matière. Ça vaut pour la DUE, pour l'exonération URSSAF, ça vaut également pour la sécurisation de votre couverture d'assurance, pour la remise de la notice d'information. Alors là, ce n'est pas une question ursafienne, c'est notamment quand vous avez des contrats de prévoyance. Je pense, Brice, que tu confirmeras ce propos et cet appel à la vigilance. Pourquoi? Parce que, alors, ce n'est pas une question URSSAF, mais je profite, puisqu'on évoque la question des points de vigilance. Je rappelle que la notice… Oui. Je rappelle que la notice d'information, c'est quoi? C'est un document que l'on remet au salarié pour lui permettre de savoir ce qu'il y a dans le moteur du contrat d'assurance, sans avoir à soulever le capot du contrat d'assurance, et savoir ce qu'il y a dans le contrat d'assurance. Savoir, par exemple, ce que sont les garanties, ce que sont les conditions de mise en œuvre des garanties, de savoir les limitations et les exclusions de garantie, de connaître les délais de prescription. Et je rappelle que si la notice d'information n'est pas remise aux salariés, en cas de sinistre, ils peuvent contester le fait qu'on leur oppose des exclusions et limitations de garantie. Ils peuvent ne pas être contraints par les délais de prescription. Donc, ça peut être très contraignant. Donc, ce n'est pas une problématique URSSAF, c'est une problématique qui, est une problématique d'opposabilité du contrat d'assurance aux salariés. Et je rappelle que la notice d'information est établie par l'organisme assureur, mais c'est l'employeur qui supporte la charge de la preuve de la remise de la notice à chaque salarié. Attention à ce sujet. Donc, si vous sentez dans vos entreprises que voilà, il y a pu y avoir un léger laisser-aller en la matière, personne n'était à l'abri en la matière, eh bien, il faut resserrer les boulons et dans notamment votre process RH d'embauche, par exemple, bien vérifier que dans votre process RH d'embauche, vous avez la remise, le cas échéant, c'est le cas de la DUE et de la notice d'information.
Et juste un point complémentaire, parce qu'on met à disposition de tous nos clients des guides salariés. Les guides sont des documents qui sont créés par Helium et par Servir, qui ne valent pas validation de la remise de la notice d'information. Ce sont bien deux documents différents, le guide ayant plutôt l'avantage de rendre accessibles les dispositions pratiques de la partie mutuelle. Oui, c'est ça, c'est important parce que, en fait, remettre la notice. oui, c'est comme l'assureur était des notices. Bon, on est encore loin d'une notice pédagogique. Voilà, c'est les notices d'information. Enfin, pour qu'un salarié, il faut lui remettre la notice. Qu'un salarié lise la notice d'information, j'ai presque envie de dire, c'est presque inquiétant parce que c'est vraiment pas facile à lire, quoi. Je veux dire. Après, c'est comme tout. Hein, si on devrait lire un peu une notice d'information, mais bon, notamment, mais plus sérieusement, pour connaître les décisions de garantie, notamment les sports dangereux qui sont en exclusion de garantie. Hein, et là, pour le coup, il y a des variations entre certains contrats d'assurance. Et c'est vrai que, voilà, après, il y a un document d'information qui peut être utile. Autre jurisprudence, si on passe page suivante. Alors, la jurisprudence qui suit, c'est un plaisir perso. Voilà, je le dis à l'attention de mes amis de Servir, c'est vraiment un plaisir perso. Parce que vous savez, on a toujours, certaines entreprises redoutent toujours le salarié, celui qui a la dent dure, celui qui ne veut jamais rien lâcher, l'empêchant de tourner en rond. Et ce litige, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui met en place une complémentaire santé au moment de la généralisation le 1er janvier 2016. Donc, elle fait ce qu'il faut, elle met en place le régime, des UE, dispense d'adhésion, et elle a un salarié qui dit « Ah, moi, j'ai ma complémentaire individuelle, donc je demande la dispense au titre de ma complémentaire individuelle. » Très bien, c'est prévu par les textes, et les services RH disent « Oui, on comprend bien, pas de problème. On vous rappelle uniquement que cette dispense d'adhésion, puisque c'est une dispense liée à la complémentaire individuelle, ne vaudra que jusqu'à l'échéance annuelle, donc jusqu'au 31 décembre. Mais passé le 31 décembre, on sera obligé de vous faire adhérer au régime. » Et là, l'intéressé dit « Non, 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 moi, je veux rien, je veux garder ma dispense au-delà du 31 décembre. » Alors, échange avec l'entreprise qui nous coûte, c'est prévu par les textes. Franchement, c'est pas nous, c'est les textes. Hein, c'est voilà, c'est L917, c'est D911, c'est pas nous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, 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 moi je vous dis que je veux avoir ma dispense. Et vous n'êtes pas comme dit l'autre, que l'intéressé va au contentieux prud'homal pour dire j'ai le droit à garder ma dispense au 31 décembre. Il perd au prud'homme, c'est pas grave, il interjette appel en la matière. Il perd en appel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se pourvoit en cassation, vraiment quelqu'un qui a vraiment la dent dure. Hein. Tout ça pour perdre en cassation. Et la Cour de cassation confirme que la dispense ne valait que jusqu'à l'échéance annuelle au 31 décembre. Alors pourquoi je l'ai mis? C'est parce que je vais dire parfois à certains salariés, franchement, comparer le coût du contentieux jusqu'en cassation par rapport à la cotisation salariale que vous auriez payée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année qui suivait. Ben voilà, parfois, de l'obsession judiciaire. Donc, il faut rappeler qu'au bout du bout, parfois, on peut perdre. Hein. Donc, vigilance. Voilà. Je le dis, c'était pour dire que parfois, il y a des salariés un peu enquiquinants et qui ont bien tort. On peut passer à la jurisprudence qui suit. Gestion des dégâts. Alors ça, attention, quand vous faites évoluer vos régimes, par exemple des régimes de retraite, par exemple des régimes de prévoyance, et que vous êtes par décision latérale, rappelez un basique, mais qui est un basique très important. Quand je modifie une décision latérale de l'employeur, soit parce que je la dénonce, je veux la supprimer, soit parce que je la modifie à la baisse, d'accord? Attention, je dois respecter un processus pour que ce soit opposable aux salariés, qui consiste à respecter trois conditions cumulatives. Un, informer chaque salarié concerné, personnellement. Deux, informer les représentants du personnel, donc le CSE. Trois, respecter un délai de préavis suffisant. En l'occurrence, dans ce litige, l'entreprise avait mis en place un régime de retraite à prestations définies sous condition de présence, les anciens 39. Elle supprime le régime, sauf qu'elle n'informe pas l'intéressé de cette suppression. L'intéressé attend d'être au seuil du départ à la retraite, et quand il part de l'entreprise et qu'il part à la retraite, il dit en fait, je vous demande que vous me justifiez que vous allez me payer la rente viagère dans le système. L'entreprise répond ben non, je l'ai dénoncé en son temps. Et l'intéressé dit mais non, vous n'avez jamais respecté le triptyque puisque je n'ai pas la preuve
n'avez pas la preuve de m'avoir informé personnellement. Les magistrats, et notamment la Cour de cassation, lui donnent raison et confirment la condamnation de l'entreprise à verser les droits à retraite, qu'elle n'avait donc pas préfinancé. Vous voyez que vigilance en la matière, ça peut faire très mal. Donc, ça vaut pour la retraite, ça vaut également, par exemple, si vous faites évoluer vos frais de santé ou notamment votre prévoyance en la matière en réduction d'engagement. Attention à cette jurisprudence qui peut s'avérer être contraignante. Franck, oui. Franck, j'avais peut-être une petite question au sujet du délai raisonnable de prévenance. Je sais qu'il n'y a pas de délai légal. Généralement, on se base sur un usage qui est 3 mois. Est-ce qu'il y a eu des évolutions de la jurisprudence par rapport à ça? Je sais que la jurisprudence, généralement, n'a pas donné d'arrêt de principe. C'est que des arrêts d'espèce avec des délais plus ou moins un peu variables. Est-ce qu'on peut considérer que moins d'1 mois, c'est raisonnable? 15 jours, c'est raisonnable? Alors, oui, c'est cette question qui est importante. Effectivement, la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux n'est pas fixée par les textes. C'est fixé, effectivement, ça résulte de jurisprudence. Et en réalité, les juges, justement, la Cour de cassation est vigilante à ne pas de donner de durée. Parce qu'en fait, elle dit tout dépend de l'importance de l'avantage, de son ancienneté, de son importance. Si c'est quelque chose qui est très à la marge, on peut resserrer l'accordéon à 1 mois. Si au contraire, c'est un avantage qui est très important, très ancien, au contraire, les juges vont dire là, on va étendre l'accordéon et peut-être dire que ce n'est pas que 3 mois. C'est parce qu'on dit souvent 3 mois, parce que 3 mois, c'est ce qui est prévu par le Code du travail pour les accords collectifs. Moi, je pense que, par exemple, dire je supprime un régime de retraite à prestation définie sous condition de présence avec un préavis de 3 mois, alors que j'ai promis ce système à des salariés depuis 20 ans et qu'ils sont à 6, 7, 8 mois du départ à la retraite, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un débat dans ce cas de figure pour dire non, il fallait prévoir un délai de préavis plus important. Donc, la réponse à la question, c'est qu'il n'y en a pas de réponse. C'est qu'en réalité, les magistrats font preuve d'intelligence en la matière et regardent quelle est l'importance et l'ancienneté de l'avantage pour fixer la règle. C'est vrai qu'on retient souvent 3 mois, mais moi, j'ai eu l'occasion, et notamment, je crois, dans mes échanges avec les équipes servir, dans certains cas, dire on va retenir 2 mois, on va retenir 1 mois et demi, parce que somme toute, on modifie quelque chose à la baisse, plutôt à la marge, et qu'à mon avis, tant en probabilité de risque qu'en opposabilité, ça peut fonctionner. Donc, effectivement, d'où le fait que j'assume ma réponse de Normand, et c'est le fait que c'est variable en fonction de l'avantage. Ça n'a pas évolué de ce point de vue-là. D'accord. Dernière jurisprudence. Alors, c'est une jurisprudence très technique d'assurance. Je me tourne vers nos amis de servir. C'est donc sur la question, donc dernier slide. Alors, pour ceux des participants RH qui nous écoutent, vous n'êtes pas forcément dans les cuisines et arrière-cuisines du monde de l'assurance, mais il faut savoir que c'est une jurisprudence qui, le 16 juillet 2020, a créé beaucoup d'émoi et une sorte comment dirais-je, de fièvre dans le monde de l'assurance qui est retombé assez rapidement parce que chez les professionnels de la profession, comme disait l'autre, on s'est très inquiété de cette jurisprudence. De quoi parle-t-on? Quand vous avez un contrat collectif de prévoyance incapacité arrêté décès, ce contrat est régi par une loi qui s'appelle la loi E20, qui n'est pas la loi tabac et alcool de 91, qui est la loi prévoyance de 89, du 30 décembre 89. Et dans cette loi E20, il y a un article, qui est l'article 7, qui dispose que la résiliation du contrat d'assurance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées nées ou acquises durant l'exécution du contrat d'assurance. Dit autrement, en français dans le texte, c'est un texte qui dit « Vous les assureurs, vous ne pouvez pas prendre prétexte de la résiliation du contrat d'assurance pour cesser de verser les prestations en cours. » D'accord ? Vous êtes engagé par justement un provisionnement et vous devez toujours verser les prestations en cours. Donc, si j'ai des salariés qui, au 31 décembre de l'année, sont invalides, sont en situation de toucher des IJ complémentaires ou des rentes de conjoints, etc., et bien, ces prestations doivent toujours être versées par l'assureur résilié. C'est l'article 7 de la loi E20, très connu des acteurs des assurances collectives de salariés. Et la question qui a été posée dans cette affaire,
c'est un dossier qui a été pendant, qui a déjà été monté une première fois en cassation, qui est revenu en cour d'appel, qui est reparti en cassation. C'est un arrêt un litige qui manifestement a duré 16 ans. C'était la question de dire, OK, on résilie le contrat d'assurance, très bien, mais quand je résilie le contrat d'assurance, est-ce que je dois comprendre que je dois maintenir, moi, l'assureur résilié, la prestation au niveau atteint sans avoir à revaloriser la rente? Sans avoir à revaloriser la rente. Ce qui, pour l'invalidité servie pendant 20 ans, peut avoir bien sûr un effet très important. Ce que l'on sait, c'est que vous avez un article dans le Code de la sécurité sociale, l'article L912-3, qui dit non pas aux assureurs, mais aux employeurs, qu'ils doivent prévoir dans leur acte collectif qu'en cas de changement d'organisme assureur, ils organisent cette fameuse revalorisation des rentes en cours de service. Donc, au fin des fins, si rien n'est fait, c'est l'employeur qui doit la revalorisation. Donc, ce qu'on fait généralement, là, je me tourne bien sûr vers les équipes services, c'est quand on change d'organisme assureur, on dit à une nouvelle organisme assureur, ben voilà, tu n'auras pas à verser les prestations servies par le précédent organisme assureur. Par contre, on te demande à toi, nouvel organisme assureur, de nous quantifier, de nous coter le coût de la reprise des revalorisations. Pourquoi cette jurisprudence, elle génère débat? Parce que dans cet arrêt, la Cour de cassation a dit non, 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 non. La revalorisation des rentes en cours de service est également due au titre de l'article 7 par l'organisme assureur résilié. Est également due par l'organisme assureur en cas de résiliation. Alors ça crée du bisbis chez les assureurs parce qu'ils ne le géraient pas à la revalorisation en capitalisation, ils le géraient en répartition. Donc si d'un coup, ils n'ont plus de flux de cotisation et qu'ils doivent assurer la revalorisation, pour eux, c'est un réel coût. Alors, ils se sont tous réunis entre eux et ils ont pris une position qu'on dit de place, c'est-à-dire qu'en fait, sous-entendu, moi, les mutuelles du Code de mutualité, moi, les institutions de prévoyance du Code de la sécurité sociale, moi, les compagnies d'assurance du Code des assurances, on va tous dire la même chose et on va dire que cette jurisprudence, elle n'est applicable qu'en cas de résiliation sans succession d'organisme assureur. Sans succession d'organisme assureur. Mais dès qu'il y a une succession d'organisme assureur, on est tous d'accord pour dire que c'est le nouvel organisme assureur qui prend en charge la revalorisation des rentes en cours de service. Alors, dit autrement, attention, hein, dans certains contrats, dès qu'il y a un peu de volume et dès qu'il y a un peu de prestations en cours, cette question de la revalorisation, ce n'est pas du tout une question à 2 francs 6 sous. Hein. C'est une question qui peut réellement avoir un effet de cotation réel. Alors là encore, je laisse nos amis de servir de prendre position. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut en penser que, OK, globalement, c'est difficile froidement de venir s'opposer à tous les organismes assureurs quand ils disent tous la même chose. Quelque part, c'est l'image que l'on prend souvent, c'est l'image des mots de Belmondo tels que décrits par Michel Audiard. Quand les hommes de 130 kg parlent, ceux de 60 kg écoutent, et quand toute la place d'assurance dit la même chose, généralement, ça fixe la règle. Qu'il me soit permis de dire que quand on lit bien l'arrêt, ce n'est pas exactement ce que dit l'arrêt. L'arrêt, il a jugé ça sans aucune forme de distinction. Donc, quelque part, le fait de générer une distinction entre succession et pas succession d'organisme assureur, c'est un peu rajouté à la jurisprudence. Ça veut dire quoi surtout? Ça veut dire que dans des cas spécifiques, peut-être qu'il y aura des points de négociation à mener dans des dossiers très particuliers, mais qu'il faut le retenir s'il faut changer d'organisme assureur. Là, après, c'est une question d'appréciation dossier par dossier. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que probablement que tous les acteurs appliqueront la même règle, c'est-à-dire le nouvel assureur prend en charge les revalorisations, qu'il me soit permis de dire que dans certains cas très spécifiques, ça offre une latitude de négociation qui n'est pas complètement neutre en la matière. Je ne sais pas ce que Brice ou Cyril vous en pensez, mais je pense que voilà, ce n'est pas totalement inutile d'avoir ça à l'esprit dans des cas très spécifiques. C'est effectivement des situations qu'on pourra regarder au cas par cas. Petite question par rapport à ça. On a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs sur le marché de l'assurance, un certain nombre d'organismes qui préviennent en stipulant qu'ils vont changer les dispositions générales des contrats par lettre avenant. Quelle est la portée ou les impacts de ce type de procédé et de modification? Sur ce point précis, sur ce sujet précis? Oui. Il y a un petit côté méthode Coué. Je m'explique. Parce que l'article 7 est un article d'ordre public. Donc la solution qu'il édicte, elle vaut
quels que soient les termes du contrat. Dit autrement, quand les assureurs disent par lettre avenant, on va dire qu'on n'aura pas à prendre en charge la revalorisation si on est résilié, il y a un petit côté, on se convainc nous-mêmes, vous voyez. Et il faut encore, elle est le reflet d'une position de tous les acteurs. Hein. Attention, hein, je ne veux pas qu'on méprenne mon propos. Hein. Le fait que tous les acteurs disent de la même façon la vision de l'arrêt, moi je le dis par souci d'exhaustivité que ça peut se discuter, mais après, c'est quand même c'est un effet d'influence qui est tout à fait significatif. Il ne faut pas se méprendre en la matière. Il ne faut pas se méprendre mon propos. Après, cette lettre avenant, elle a le mérite d'exister. Justement, c'est qu'elle, normalement, elle ne peut pas se confronter à l'arrêté de l'article 7. Je crois qu'il y a une question. Franck. Oui. Franck, Oui, oui. petite question donc, sur ce sujet. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'en cas de changement d'assureur avec des prestations en cours de service importantes et donc des revalorisations à venir importantes, le nouvel assureur ou l'ancien assureur pourrait négocier un coût, enfin un paiement pour le maintien d'un côté ou de l'autre des revalos. C'est le sens de ma réponse. Alors après, le droit ne nous permet pas de dire que non, c'est quelque chose qui doit être intégré dans les provisions de l'assureur tenant. Alors, pardon, j'ai mal compris la question. Alors, je reprends. Si moi, je devais donner une vision vraiment, vraiment à plat, hein, sans intégrer le phénomène que les trois familles d'assureurs ont tous retenu la même interprétation de l'arrêt. Moi, si je dois vous donner ma vision très à plat, c'est que l'assureur résilié doit la revalorisation des rentes en cours de service. En toute hypothèse. Mais il faut encore, entre avoir raison dans l'épure de l'arrêt et être confronté à une position de 100% de l'organisme assureur, c'est là où il faut que tous les acteurs, notamment les acteurs RH, qui peuvent être concernés par une résiliation, un changement d'organisme assureur, doivent comprendre qu'il y a la vraie vie, quoi, hein, à côté de l'épure. Mais oui, je confirme que normalement, on pourrait tout à fait, dans certains cas de figure, dire, malgré la succession d'organisme assureur, c'est bien toi, l'assureur résilié, qui va devoir prendre en charge la relation. Quand je dis ça, autant vous dire qu'il y a les oreilles de certains assureurs qui sifflent. Et si mon propos est ramené à leurs oreilles, j'aurais, comme disait Brassens, je peux presque recevoir des coups de revolver, hein, comme disait dans une chanson. Hein, donc, il faut le savoir. Parce qu'effectivement, c'est le point qui est très frustrant sur cette position de place. C'est que l'objectif, c'était justement de régler, enfin pour moi, vu de ma fenêtre, de régler cette question de changement d'assureur pour que ce soit un changement qui ne soit pas pénalisé par des coûts de gestion d'un passif en cours de service. Or, en fait, la position de place, c'est une façon pour les assureurs de garder la main sur une négo de reprise du passif et sur une facturation de reprise du passif. Oui, c'est ça. Et en ce sujet-là, comme dans d'autres, hein, on a d'autres sujets où on a cette même problématique de position de place qui fait que qu'on s'appelle servir ou autre, il y a des moments où on ne peut pas faire bouger une position qui est commune en réalité, mais qui n'est pas effectivement, selon moi, le reflet exact de ce qu'ont dit les juges. Le fait de dire « Ah, mais en fait, il faut distinguer selon si c'est une résiliation sans succession d'organisme assureur ou avec succession d'organisme assureur », l'arrêt de cassation n'a absolument pas distingué. Et les juges savent distinguer quand ils veulent distinguer. Ils auraient très bien pu dire attendu que la Cour d'appel avait relevé que la résiliation était suivie de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance, alors, etc. Et dans ce cas-là, on va dire, vous voyez bien que la contestation, elle générait un distinguo. Mais ce qu'elle n'a nullement fait, dans un arrêt qui est de quasi pleine diffusion, c'est un peu gênant, mais il faut être pragmatique et il faut entendre cette position de place, mais il peut y avoir potentiellement un sujet. Oui. Merci beaucoup. Voilà, je regarde l'heure, c'était mon dernier. Alors, le dernier point, en fait, c'est une subtilité de l'arrêt, c'est le même arrêt. Hein. Fausse déclaration intentionnelle d'unité de la garantie, c'est pour des cas très, très spécifiques, on l'a mis. Franchement, je crois qu'on peut s'autoriser à l'évoquer, surtout qu'il est 10h59. Et moi, on m'a dit, Franck, on te coupe le sifflet à 11h. Donc, je crois que je suis arrivé au bout, right on time. Le sifflet totalement. Est-ce que certaines personnes ont des questions particulières ou sur les sujets évoqués, sur l'ensemble des points que l'on a pu voir, que tu as brillamment exposé, comme d'habitude. Merci. Je reviens.
repris en tout cas. C'est parfait. Tu tiens tes engagements comme d'habitude aussi. Charlotte, merci. Charlotte Dumartin nous remercie, nous la remercions également. Alors, visiblement, s'il n'y a pas d'autres points ou d'autres questions, je reviens sur les modalités pratiques. Nous transmettrons bien évidemment le support à tout le monde. L'intervention sera disponible également sur les réseaux et l'ensemble des réseaux sur lesquels Servir est présent. Donc, vous pourrez revoir et réétudier un certain nombre des points évoqués aujourd'hui. Un grand merci à tous et toutes pour votre présence. Je vais tenir un engagement parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce type de format et qu'on avait plutôt l'habitude de faire des clubs RH en présentiel. On a hâte de pouvoir à nouveau refaire des clubs RH en présentiel qu'on pourra faire comme en fin d'année dernière, également en diffusion pour permettre à tout le monde de les suivre. Mais dès que ce sera possible, dès que les moyens et la conjoncture nous permettront de pouvoir nous réunir encore une fois, on ne manquera pas de le faire et de pouvoir se revoir autour d'un événement un petit peu sympathique. Merci à tous. Un grand merci à toi, Franck, à nouveau. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt, certainement à la rentrée au mois d'octobre pour les prochains sujets d'actualité. Merci, à bientôt, au revoir. À très bientôt. Au revoir.